Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, chers amis. Ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous êtes en forme? Le soleil est revenu. Là, il y a du soleil, on est bien. On est bien. Dites-moi par chez vous, voilà, où est-ce que vous habitez? Est-ce qu'il fait beau aussi? Parce qu'il fait du bien, ce soleil. Ça commence à sentir le printemps, ça bourgeonne. On commence à mettre des slips un peu plus serrés aux cuisses. Et on est bien, on est très bien. Donc, c'est le bonheur, Et quoi de mieux pour finir la journée que le Juste Bistrot, les amis? Un Juste Bistrot orienté sur l'international. On va parler Trump. Aujourd'hui, on va rattraper un petit peu tous les dossiers. Vous le savez, j'étais en vacances, donc forcément, on a un peu de retard. On va rattraper tout ça. On va regarder tout ça, les copains. On va en papoter, bien évidemment. Alors, je commence tout de suite dans le chat. Il y a Sébastien Quesada qui nous dit il fait beau à Mulhouse. Ça fait plaisir. Merci à Bayard92 pour le sub 16e mois qui dit « Salut mon Rémi, bravo pour l'objectivité de l'émission d'hier. » On va y revenir. Quelle émission. On va y revenir là-dessus, les copains, évidemment. Tac. On a quoi? On a Egir Twitch qui dit « À La Rochelle, il y a un microclimat, il fait toujours beau. Sauf au classement de top 14. » Apparemment, en ce moment, il fait pas beau. Mais bon, allez, on est avec vous, La Rochelle, évidemment. Bonjour du sud-ouest, où on a 20 degrés pour Isatis 40. On a quoi? Il y a Krusty, Fleur, Flière, Krusty. Bon, on va l'appeler Krusty, parce que j'ai aucune idée de comment ça se lit. Qui dit coucou, maître Rémi. Salut, camarade. Il fait beau sur le bassin d'Arcachon pour Stealth 5. C'est beau, le bassin d'Arcachon. Moi, j'aime bien, c'est mignon comme tout. Merswan 2 qui dit salut Rémi, je te suis depuis Let It Be, mais nouveau sur Twitch. Bienvenue, camarade. Bienvenue. Voilà, assis-toi confortablement. On est bien, on s'amuse. Voilà. Olivier Mars 13 qui dit très très bonne analyse en effet. Merci camarade, mais on va y revenir. Je sais plus quoi penser. J'ai l'impression de là. Je me perds en ce moment. Déjà, non, on va revenir là-dessus. Engrim Van Horstman, il fait beau dans l'Aisne et les semis poussent enfin. Eh oui, ça y est. Niveau plantation, botanique. Ça commence un peu, voilà. Chiki 2494 qui dit j'ai faim, ben moi aussi. Cadeau 974, merci pour le sub. 23e mois, merci beaucoup. Super Soleil au Havre pour Chris 2176. À Manosque, Olivier Mars 13, il fait beau temps aussi. Et voilà, Bourg-la-Reine, il fait beau pour mon Bayard 92. Voilà les amis, ça fait plaisir. Il fait beau, il y a du soleil et des nanas. Darla, Dila, Dada, évidemment, les bronzés.
Les Bronzés. Magnifique film, magnifique réalisation, magnifique tout. Dans le Gers, il fait beau pour mon Gaëtan Seguin 38 que j'embrasse. Il fait voilà, beau soleil, les sols se dessèchent. Delphes 74, une belle journée à Annecy. Et ben voilà. Mais en fait, il fait beau partout, j'ai l'impression. Dites-moi plutôt s'il fait dégueulasse par chez vous. Comme ça ira plus vite. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une météo. On est à pas grand-chose du réchauffement climatique. On n'a pas grand-chose de la canicule. Hein, parce que maintenant, c'est canicule au-dessus de 22. Donc voilà. Hein. Voilà. Hein. Faut faire attention. Mon Romano 5962, j'ai bien reçu ton mail. T'inquiète pas, je vais te répondre, évidemment. Il y a toujours un peu du retard. Je fais au mieux. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je bois de la tisane à la menthe. Tu crois que c'est ça qui me fait fonctionner? Évidemment que pas. Magnifique à Toulouse pour Marcel The Rock, voilà. Polo Yule qui dit je suis dans le train pour Niort. Déjà, c'est original. Et même là, un rayon de soleil. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et voilà, on est bien, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, je sais, Jean-Louis Debré est décédé. J'ai vu ça aujourd'hui. Bon, bah, on l'embrasse. Maintenant, on l'embrasse de là-haut. J'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Bon, bah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bisous. Hein. Voilà, ancien président de l'Assemblée nationale, grosse personnalité politique. Bravo à lui. Bravo à lui. Voilà, c'est plié. Voilà un petit peu les copains. Sur cette émission. Alors, on va attaquer tout de suite là-dessus. On a plein de choses à se dire. Hein. J'ai quelques petits sujets, comme d'habitude, vous le savez, pour l'échauffement, hein, un peu le côté zapping au début, et ensuite, on ira sur le gros sujet du jour, grosse séquence géopolitique aujourd'hui. On va revenir sur Trump, sur tout ça. Je vais peut-être vous décevoir parce que je vais calmer les ardeurs de tout le monde, mais c'est devenu un peu le genre de la maison. Ah, je suis un serviteur gauchiste. Ah, j'ai appris ça sur YouTube. Alors, on va aller à l'essentiel tout de suite, ce que je voulais vous partager, les amis. Je suis très content parce qu'en ce moment, je vous partage un peu la réflexion. Hein. On papote, on est entre copains dans le Juste Bistrot, vous le savez. Si vous regardez aussi en replay, bien sûr, sur YouTube, il y a sur Twitter, sur Facebook, on est en direct, sur TikTok. Tapotez, il faut faire des cœurs, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Tapotez votre écran, et puis c'est tout. J'ai aucune idée de pourquoi, mais on m'a dit de dire tapoter, vous tapotez maintenant. Donc ça fait les cœurs, il paraît, et puis c'est génial. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai, il y a Feelgood11 qui dit on l'embrasse, ça c'est plié. Ça c'est de l'hommage, Rémi. C'est vrai que je suis pas le Michel Drucker des hommages. Tu vois, c'est-à-dire, bon, on a des personnalités qui claquent, bon bah ciao, à la prochaine. C'est vrai que, désolé, c'est pas le truc avec le plus d'émotion. Mais, alors, pourquoi en ce moment je suis très content de ce qui se passe et à mon avis, ça va durer un certain temps. Alors, je vous refais un petit peu la salade. Je me touche les cheveux. Ils sont longs, mes cheveux, putain. Mon coiffeur, Ruben, il est en vacances. Quelle histoire. Bah, il a le droit, j'y étais la semaine dernière. Bon, bah là, le problème, c'est que c'est long. Regarde-moi sur le dessus. Putain. Laisse tomber. Les dessous de bras de Demis Roussos, putain. Non, c'est terrible. C'est terrible, mais en même temps, c'est pas le sujet. Donc, les copains. Pourquoi en ce moment je suis très content de ce qui se passe? Hier, vous avez vu, hein, on a fait cette séquence sur Twitch dans le Juste Bistrot sur l'affaire Hanouna, censure, C8, Bolloré, l'Arcom, Macron, la dictature. Donc, on a fait tout ça, j'ai essayé de bosser un petit peu le dossier, de faire du juste milieu, à remettre tout ça à plat, si vous voulez, mettre les faits sur la table et montrer que chacun est libre de les observer d'un côté comme de l'autre, si vous voulez, d'en tirer des conclusions différentes, mais qu'il me semblait compliqué d'ignorer le réel. Bon. Et on a mis la séquence, on l'a découpée, on l'a publiée sur la chaîne YouTube hier soir, et je me régale parce qu'en fait, les commentaires illustrent parfaitement la démarche juste milieu. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont très contents, bravo, c'est du juste milieu, ça remet l'église au milieu du village, tout ça, et j'ai des gens qui sont pas contents, et qui, comme ils sont pas contents et qui sont pas d'accord avec moi, se sentent obligés de me trouver une orientation politique ou une volonté cachée. Donc en gros, je suis un gauchiste, je déteste Hanouna. On m'a dit, par exemple, des arguments. Tu comprendras le jour où l'Arcom fera fermer ta chaîne YouTube, tu comprendras ce que ça fait. Enfin, j'ai pas forcément compris le lien de tout, mais pourquoi pas. Et c'est normal, et chacun a son avis, c'est le jeu. Mais au-delà de cette vidéo Hanouna, c'était pareil avec Sarah Knafo, mais je pense que, la vidéo sur Sarah Knafo, je pense qu'il y a vraiment un lien, en fait, qui est entre ces deux vidéos et entre ce qui se passe autour de Juste Milieu, et j'en suis particulièrement fier. Si on peut continuer à jouer notre rôle, parce que je pense sincèrement que
il y a un changement de paradigme aujourd'hui. Que ce soit Knafo, Hanouna, Trump, par exemple, ce que j'ai pu dire chez Idrissa Berkane a un peu mitigé, on va dire, l'emballement autour de l'élection de Donald Trump, de dire il fait de jolies promesses, mais encore faut-il qu'elles soient tenues. Bref, je crois qu'on a un changement de paradigme politique à l'international, mais aussi médiatique, et en tout cas sur l'idéologie dominante. Si on prend la situation de la France, aujourd'hui, on est en train de construire des personnalités. Pour moi, Hanouna et Knafo en sont les symptômes les plus clairs. Je suis désolé de m'acharner sur eux, mais en ce moment, c'est voilà, les gros sujets du moment. Ce qui se passe autour d'Hanouna, ce qui se passe autour de Sarah Knafo, est la preuve d'un changement de paradigme idéologique où on est en train de construire, si vous voulez, de nouvelles idoles avec des discours qui sont fort séducteurs au début, des gens qui parlent au peuple, qui parlent des vrais problèmes, avec des choses que l'on n'entend pas ailleurs. Donc on applaudit d'un côté, d'ailleurs, Hanouna et Knafo qui disent des choses qu'on n'entend pas dans les autres médias ou dans la bouche des autres politiciens, en reconnaissant que les autres médias sont tous de gauche idéologiquement et que les autres politiciens sont tous soumis. Donc de fait, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas ailleurs. Mais j'ai vraiment l'impression que on est en train de changer de paradigme dans la mesure où on construit de nouvelles idoles, on explique aux gens, voilà, il faut adhérer à ces gens-là. Ils vont tout changer, ils vont tout remuer. Et en fait, quand vous regardez la réalité, c'est la même escroquerie. Sarah Knafo est une opportuniste de première qui n'a pas hésité à mentir sur son parcours, comme un Emmanuel Macron. Et pourtant, on a construit la stature d'Emmanuel Macron ou d'autres personnages, Laurent Wauquiez, Raphaël Glucksmann. Pour le coup, c'est pas une question de parti. Hanouna, c'est pareil. Aujourd'hui, on enfume les gens avec des choses qui sont factuellement fausses. Et ce que je retiens des réactions qu'il y a pu avoir sur les commentaires YouTube hier ou sur les commentaires du Juste Bistrot, bien que je respecte l'avis de tout le monde, il y a des gens qui refusent de voir ce qu'ils voient. C'est-à-dire, quand j'explique que l'Arcom n'a pas supprimé C8 car elle n'en a pas le pouvoir, c'est le réel. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais j'ai encore des gens qui m'expliquaient hier sur YouTube en commentaire que si l'Arcom avait supprimé C8. Ça, c'est factuellement faux. C'est même pas une question d'idéologie, c'est factuellement faux. Donc aujourd'hui, on arrive tellement à manipuler les esprits. Ce fut le cas pour Macron, c'est le cas dans bien des sujets. C'est encore le cas aujourd'hui concernant Knafo et Hanouna. On arrive tellement à manipuler les esprits qu'on arrive à faire oublier le réel aux gens. Donc, ce que je trouve très intéressant, et pour moi, c'est toute la raison d'être de Juste Milieu, c'est de garder la méthode de travail que nous avons, quel que soit le paradigme idéologique. C'est-à-dire, quand je fais ce travail sur des leaders de gauche, sur l'idéologie woke, quand je fais ce travail sur les progressistes, sur l'Union européenne, généralement, les gens sont contents, en tout cas les gens qui suivent Juste Milieu. Mais quand je fais ce même travail de rigueur et de volonté de regarder l'actualité et les faits pour montrer à chacun que nous sommes tous dupés et que on nous entraîne à l'enfumage permanent qui nous fait oublier le réel, quand je fais ce travail sur les nouvelles idoles, c'est-à-dire Hanouna, Knafo, et il y en aura d'autres, quand je fais ce travail, c'est pas bien. Finalement, c'est plus bien. Mais c'est toute l'idée de Juste Milieu. Le Juste Milieu n'existe pas que pour taper sur l'Union européenne ou les woke. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Sinon, je serais un média partisan et qui n'a aucun intérêt idéologique et intellectuel. Mais ce que je trouve fou, c'est que cette démarche-là, elle est plaisante quand ça tape dans les gens dans le sens de ce que les gens veulent. Et aujourd'hui, Hanouna et Knafo, c'est ça. On vous les met dans le sens de ce que les gens veulent. Mais la réalité du terrain, si vous prenez le projet politique de Knafo, de Zemmour, de Bardella, de ces leaders qui sont dans le sens de Trump, qui sont dans le sens du vent, Milei, Trump, Meloni, ce sont des néolibéraux convaincus, pro-européens pour Knafo, Bardella et compagnie, pro-européens, alignés sur les États-Unis, mais qui n'ont pas la capacité d'action de leurs ambitions. Ils veulent tous être les futurs Trump, au mieux ils seront les futurs Macron. Donc c'est ça que je trouve assez fou, c'est que on se fait duper de la même manière. Je parle de la sphère politique. Hanouna, c'est encore autre chose à la rigueur. Mais sur l'aspect politique, regardez les idoles que l'on est en train de créer. Des Glucksmann à gauche, parce qu'il y en a dans tous les partis. Des Glucksmann, des Bardella, des Knafo. On est en train de construire des personnages de la même manière avec laquelle nous avons construit Macron. On refait leur parcours, on idolâtre ces personnages, on leur permet tout. On leur permet même d'être au-delà du réel.
Hein, Macron qui se tape sa preuve alors qu'il est mineur, on te dit que c'est une love story. Knafo qui se rapproche de personnages comme Attali, comme Mink et compagnie, qui fabriquent les leaders politiques en France depuis des décennies. On t'explique qu'en fait, c'est pas vrai. Et si tu dis ça, c'est qu'en fait, tu veux la faire taire. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas une question de personne, c'est pas une question de courant politique. Ça, je m'en fous. Et vous êtes tous assez grands pour penser sans moi, évidemment. Qui je serais pour vous dire, ah oui, mais en fait, vous devez penser ça, vous devez penser comme ça. Et à l'inverse, parce que je respecte l'intelligence de mes spectateurs, j'ai pas besoin d'aller dans votre sens pour vous faire plaisir et faire des vues. J'en ai rien à foutre. Je fais mon travail parce que j'aime la démarche de juste milieu. Si je faisais des vidéos pour vous dire, ah putain, Hanouna, c'est top, hein. Puis après, 2 semaines après, ah, LFI, en fait, c'est top, hein. Puis 3 semaines après, ah, bah, les souverainistes, c'est top, hein. Puis 4 semaines, enfin, ça n'a aucun sens. Faire des vidéos pour faire plaisir aux gens, au risque de la contradiction à quelques mois d'intervalle, c'est faire la même chose que ce que je dénonce au quotidien. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je respecte votre intelligence dans le sens où vous n'avez pas besoin de moi pour penser, pour voter. Et dans l'autre sens, je n'ai pas envie d'aller absolument de recracher ce que vous pensez déjà pour faire des vues et pour ne mécontenter personne. Ça ne m'intéresse pas. Donc le travail de juste milieu, je vais continuer à le faire le plus longtemps possible, je l'espère. Mais l'idée, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne m'en prends pas aux personnes. Je m'en prends aux tendances, je m'en prends aux phénomènes. C'est-à-dire en essayant de prendre du recul. Et ce que je dénonce chez Sarah Knafo, c'est la construction d'un personnage identique à ce qu'on nous a construit pour Macron. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est rien factuellement, mais à qui on va construire une stature, une ampleur, une vie. On va inventer sa vie. Knafo, on a inventé sa vie. Le travail que j'ai fait de regarder ce qui a réellement été dit, factuellement, on nous raconte n'importe quoi. Factuellement, elle ment. Encore récemment sur l'invitation aux États-Unis. Donc, on réécrit l'histoire et on continue de le faire sous vos yeux. Et vous avez encore des gens qui vont dire non, mais c'est les gauchistes qui lui en veulent et qui disent ça. Non, mais elle a payé pour rencontrer Milei, point. C'est pas une question de gauchiste. Donc, on retombe dans les mêmes pièges avec des autres arguments. Je vous rappelle que Macron, c'était pareil. Au début, on nous disait « Oui, mais lui, il parle des vrais problèmes. Lui, c'est le nouveau monde de la politique. Lui, il va secouer les choses. » Bon, ben, vous l'avez vu, le résultat. Donc, ce que je dénonce, que ce soit Hanouna, Knafo et les autres qui viendront, Laurent Wauquiez il y a quelque temps, ce sont les mécaniques d'ingénierie sociale, les mécaniques de propagande, les mécaniques de tromperie que l'on fait aux citoyens. Les personnes, je m'en fous. Et c'est ça qui m'embête, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que quand je fais une vidéo sur Hanouna, je m'en prends à Hanouna. Quand je fais une vidéo à Knafo, je m'en prends à Knafo. Mais c'est absurde. J'ai fait des vidéos sur des politiciens de tous bords. Et la farce tranquille, c'est tous les mercredis. Et vous le savez, je tape sur tout le monde. Pour bien montrer la supercherie collective, la bassesse de tous et compagnie. Donc, je trouve ça dingue, au bout de 4 ans de juste milieu, qu'on en soit toujours à ce même niveau, en fait. À ce même niveau... 3 ans complets. À ce même niveau, si vous voulez, de devoir expliquer que quand je fais mon travail, c'est pour dénoncer les structures qui demain tromperont les citoyens. Ce n'est pas des questions de personne. Et Hanouna, c'était pareil. Voilà. Tout ce grand développement, finalement, les amis, pour revenir là-dessus. Et je pense que j'ai pas fini de me faire chier dessus, mais avec joie, si j'ose dire, dans la mesure où le paradigme politique est celui qui est en train de s'installer, d'une sorte de faux populisme qui sera le nouveau-né, si vous voulez, le nouveau masque du néolibéralisme et d'une politique qui est la politique actuelle. Hein. On change le masque, mais les personnages sont les mêmes, en vérité, les intentions sont les mêmes. Ce paradigme qui est en train de s'installer va être compliqué. Si vous avez aimé Macron, vous allez adorer ce qui arrive. Et on a déjà eu des exemples avec Mélanie, par exemple. Comment on va tromper les peuples en prétendant les défendre, avec une ligne plus droitière, plus anti-immigration et compagnie. Donc ça va être très très chouette. Ça va être très très chouette. Donc je voulais faire ce développement, revenir là-dessus, les amis, et toujours en fait pour vous rappeler la démarche. Et je trouve que c'est intéressant. Moi j'aime bien partager ça. Alors je prends vos messages pour continuer à papoter. On a le temps évidemment. Il y a plus de saison qui dit ton angle n'était pas bon. Tu as focus Hanouna alors que le sujet c'est C8. Chers amis, je t'invite à regarder la vidéo, hein, tout simplement. Hein. On sera peut-être pas d'accord une fois de plus. Regarde la vidéo, tu verras que t'as peut-être pas compris dans ce cas-là la vidéo, mais regarde-la en entier et je t'assure qu'il n'est pas question que d'Hanouna. Au contraire, d'ailleurs. J'explique que pour moi, Hanouna n'est pas le sujet, que c'est un producteur de télévision et qui, lui, se contente de vendre ses émissions et que d'ailleurs, il va rebondir sur M6. Donc, je suis pas certain que tu aies regardé la vidéo en entier.
Draculos qui dit malheureusement ce que tu viens de décrire ressemble beaucoup aux vidéos de Philippot, Aberkan, etc. Même si je les regarde beaucoup et que j'adore leurs analyses, les discours surfent sur la facilité et les gens applaudissent. Non, mais après c'est pas pour mettre une balle aux copains, il n'y a aucun problème. Mais moi, si vous voulez, effectivement, je vois s'installer aujourd'hui la facilité. Après, pour ce qui est de Florian Philippot, il a été invité, c'est un porte-voix intéressant aussi, Hanouna pour lui. Il faut aussi prendre les conditions des uns et des autres, hein. Ce serait trop facile de faire des grandes leçons de morale. Chacun arrive avec ses avantages, ses inconvénients, ses conditions. Sur Florian Philippot, bah, c'est important quand il va chez Hanouna, ça lui offre un porte-voix. Je comprends qu'il lui tire pas dessus. Et peut-être que c'est simplement son avis, indépendamment de la possibilité d'être invité chez Hanouna. Peut-être que c'est simplement son avis et c'est hautement respectable. Ce que je donne, ça n'est que mon avis. C'est pas pour jouer au plus malin à chaque fois de pas être dans le sens du vent, mais je trouve que le débat, le débat est de plus en plus partisan et en plus d'une manière qui est celle que l'on critique depuis des années concernant Macron. C'est ça qui me rend dingue, parce que Macron, c'était pareil au début. Quand il est arrivé, c'était le progrès, c'est la nouveauté, il allait changer les choses, il parlait au peuple, fallait pas le critiquer parce que sinon vous étiez réactionnaire, vous étiez tout ça. Vous vouliez le faire taire, vous vouliez briser les ambitions d'une politique nouvelle. On nous ressort les mêmes trucs, quoi. On nous ressort les mêmes trucs. Et je suis désolé, il n'y a pas de rupture avec les candidats potentiels que l'on nous propose. Parce que ce ne sont pas des ennemis du système. Point. Un ennemi du système, ça s'appelle Călin Georgescu, en Roumanie. Et il est arrêté. Parce qu'il dérange. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Les opposants que l'on nous propose aujourd'hui ne sont pas dangereux. Ce sont les faux-nés, ce sont les nouveaux visages d'un même projet politique et qui prétend défendre les Français, mais avec des choses qui sont à la fois irréalisables et idylliques. Donc je trouve ça assez regrettable. Il y a plus de saison qui dit supprimer C8 de la TNT, c'est couper les jambes à un footballeur et lui dire de gagner la Ligue des Champions. Je te renvoie vers la vidéo, camarade. Je respecte le point de vue. Je pense que moi, je te dis, j'ai tout expliqué hier, je vais pas le redire. On n'est pas d'accord, il y a évidemment aucun souci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je pense que les fervents soutiens d'Hanouna vont continuer à regarder sur les box. On le redit, les box, c'est 80% des Français qui en disposent, enfin qui disposent d'une box chez eux pour regarder la télé. C8 n'a pas été, enfin, comment dire, C8 a été fermé sur décision de Bolloré parce que l'autorisation d'émettre de l'Arcom n'a pas été renouvelée. Pour ce qui est d'Hanouna, parce que c'est un sujet différent, on est peut-être d'accord au moins là-dessus, lui peut continuer son émission. La preuve hier, je ne sais pas combien ils ont fait d'audience, ils seront peut-être en dessous d'1 million. Bon ben voilà, les soutiens d'Hanouna sont présents. Moi, pour quelqu'un qui est censuré et qui, 3 jours après la fermeture de la chaîne, fait 300, 400, 500, 600 000 euros, 600 000 Français en audience, j'appelle pas ça de la censure. Donc, si vous voulez, je veux bien qu'on soit en désaccord avec moi sur tout le reste, mais l'argument de la censure, c'est pas moi qui vous donne tort, c'est le réel. Si Hanouna était censuré, comment peut-il faire une émission 3 jours plus tard? C'est là où on manipule des notions qui sont gravissimes. On parle de censure, mais est-ce qu'on se rend compte sincèrement qu'une censure, ça n'est pas ça? Une censure, ça n'est pas ça. Maintenant, si vous voulez y croire et expliquer qu'il est censuré, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires pour faire d'Hanouna l'opposant numéro un. Flatipus qui nous dit il est détesté par les grandes instances, mais c'est une machine à fric. Mais à quelle heure? Il est détesté par les grandes instances et vous avez la belle-fille d'Emmanuel Macron qui va bosser chez lui. On va pas redire tout ce qui a été dit dans la vidéo hier, mais même ça, les copains. Voilà, il y a mon Babcom 5 qui dit une censure, c'est Asselineau, par exemple, ou Kuzmanovic. Là, à la rigueur, je suis d'accord. Asselineau, on l'a quasiment jamais vu sur les plateaux TV. Là, on peut se poser la question de la censure. Là, on est d'accord. Mais Hanouna, je veux dire, arrêtez. On est en train de construire en fait des idoles factices qui éloignent les gens d'une vraie alternative de pensée, d'une vraie alternative de réflexion, d'une vraie alternative médiatique. Tant qu'on continue à faire croire aux gens que le méchant du film, c'est Hanouna, pendant ce temps, ils vont pas sur YouTube. Ils vont pas voir ce qui se passe dans des médias alternatifs, où on a une vraie liberté de parole, où il y a d'autres messages, qu'on entend un tout petit peu chez Hanouna. Je l'ai dit hier, je le redis. Il faut lui reconnaître ça, qu'il a invité des gens qu'on n'entendait pas ailleurs. Mais pendant qu'on continue de faire d'Hanouna le dissident numéro un,
on dupe les gens sur l'existence des autres vrais dissidents. On va pas refaire l'émission d'hier, les amis. J'aimerais avancer sur ce que je vous avais préparé. Mais je trouve ça chouette en fait, de revenir là-dessus. Je suis très content de ce qui se passe en ce moment. On a perdu déjà une centaine d'abonnés sur YouTube et j'en suis très content. Parce que c'est aussi une forme d'écrémage. Et l'idée de juste milieu, c'est de par moment de vous dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et je trouve ça chouette, c'est tout le principe. Et pareil dans l'autre sens. Quand je lis vos commentaires, quand je lis vos retours, c'est l'idée du débat. En fait. C'est l'idée du débat tout bonnement. Si vous attendez de moi... en fait de dire ce que vous pensez déjà, il y en a plein d'autres qui le font très bien dans les médias mainstream, dans les médias alternatifs, hein, il faut le reconnaître, allez les voir, il n'y a aucun problème et c'est un super boulot, mais ça m'intéresse pas, donc voilà, merci à mon céphalopode 84 qui va être subprime 28e mois, je trouve ça toujours intéressant, ce petit rappel, et c'est une démarche qui me plaît, et je pense que ça va être de plus en plus tendax, mais c'est chouette. Mon Babcom 5, qui a déjà un coup d'avance, comme d'hab, il nous dit, Rémi, t'as entendu, les Américains ont suspendu l'aide à l'Ukraine, pour le coup, Trump remonte un peu dans ton estime ou pas? Je vais y venir, camarade, c'est tout le thème de l'émission du jour, mais d'abord Xavier Niel, hein, à l'heure du recyclage, on parle d'ordures, évidemment, Xavier Niel, on a appris avec une nouvelle enquête, hein, de Off Investigation. Il faut saluer leur boulot. Il faut un super boulot, Off Investigation, vraiment. Pour le coup, quand on parle de véritable alternative dans les médias, Off Investigation. Voilà. Tu vois, tant qu'on nous fait croire qu'Hanouna, c'est le grand méchant, les gens ne vont pas voir Off Investigation. Tu vois, c'est ça, la construction des faux méchants, la construction des faux ennemis, sauf erreur. Madame Ariane Bilran, qu'on embrasse, qui fait un excellent travail évidemment dans son livre Psychopathologie du totalitarisme, elle avait développé sur cette notion-là, sur la fabrication des faux ennemis du système, pour détourner l'attention des citoyens qui pourraient malheureusement regarder vers les vrais ennemis, ceux qui ont de vraies critiques. Et la force d'un système, c'est aussi de fabriquer des faux ennemis, où on va tout mettre en place pour attirer, focaliser l'attention et dire « eux, ce sont les méchants ». En ce moment, c'est Hanouna. Eux, ce sont les méchants. Et donc, les gens qui ont envie d'un discours alternatif, d'un discours dissident, vont regarder ces gens-là et ne vont pas regarder les véritables dissidents. C'est une technique finalement assez logique. Et je trouve que pour le coup, Off Investigation fait un très bon boulot, qu'on peut aimer, qu'on peut pas aimer, comme d'hab. On est d'accord. Mais je trouve que sur la Macronie, par exemple, ils font des travaux d'enquête brillants. Et là, c'est sur Xavier Niel. On est toujours un peu dans la Macronie finalement. Qui nous a dit ceci. On est au comble du cynisme, évidemment, une fois n'est pas coutume, mais quand on parle de Xavier Niel, on n'est jamais trop loin du fond, du fait tout. Regardez, attendez, je choisis mon écran, pam, 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 tac, tac, regardez-moi ça. C'est voilà, ça, à l'époque, c'est ça le Minitel Rose. C'est ça le Minitel Rose, mais là, je vous jure, vous avez poussé le truc à des niveaux qu'on ne voyait pas à l'époque. Mais donc, le chose, c'est que tous ces groupes de presse voient un moyen de générer et d'obtenir des recettes supplémentaires, sauf qu'ils n'ont pas le savoir-faire technologique pour créer ces choses-là. Et vous avez un groupe d'ados qui vont aller qui vont aller travailler pour toutes ces sociétés pour aller créer leur service Minitel. Sauf que quand j'ai l'âge de 18 ans, plutôt que d'aller travailler au travers d'intermédiaires, je vais me dire je vais faire ça pour mon compte et je commence à faire ça pour mon compte. Mais selon Claudia Tavares, Niel était moins pudique quand il incitait ses employés à travailler sous des pseudos plus que limites. 11 ans à défoncer. Jeune fille, 11 ans à défoncer. C'est un pseudo, ça? C'est des pseudos, ouais. Jeune fille, dépucelage à 13 ans. Petit cul à élargir. Le client est roi, il faut le garder. Donc pour le garder, il fallait avoir une petite chatte sans poil. On avait une petite chatte sans poil. Quand j'y pense à ça, moi, ça me donnait envie de vomir, tous ces pseudos qui passaient dans le truc. C'est des pseudos qui pouvaient attirer des pédophiles. Pour attirer les pédophiles, ça attirait les pédophiles, bien sûr. Xavier Niel, c'était le premier d'ailleurs à créer des faux pseudos pour attirer les gens, et j'étais là à l'époque. Et j'ai eu une fois, quand je suis rentré dans le bureau une fois, quand je vois 11 ans, jeune fille enculée, je vais rentrer dans son bureau et je dis mais putain c'est quoi, c'est bordel quoi. Comment tu peux accepter? Oui, c'est pour voir si vous êtes alerte, si vous travaillez bien. Non, moi je n'ai jamais trouvé que l'excuse était bonne. Voilà, donc Off Investigation va nous sortir le 9 mars une enquête sur Xavier Niel, effectivement un monsieur qui a été condamné pour proxénétisme, enfin des affaires sordides, comment ce monsieur a fait fortune.
Voilà, hein, ça va être les nouvelles révélations de Off Investigation que je vous invite à découvrir. On rappelle d'ailleurs que sur son passé lié au monde du proxénétisme, Xavier Niel avait été épinglé par Elon Musk. Rappelez-vous, Elon Musk qui avait fait un tweet pour rappeler le passif de Xavier Niel. Et Niel s'en était sorti avec une petite phrase, tu vois, ni vu ni connu, parce que tout ça est vrai. Niel a commencé avec des méthodes plus cordurières qui auraient pu et dû lui valoir la prison, et ça passe. Et ça passe, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est assez sidérant, assez terrible. On a hâte, on fera peut-être un réact d'ailleurs du travail de Off Investigation. Chaîne que j'aime bien, chaîne que j'aime beaucoup, sur Alexis Colère notamment, ils avaient fait des choses super. Je pense, je prends le message, c'est intéressant toujours pour papoter un petit peu. Il y a mon Babcom 5 qui dit Rémi, le jour où Off Investigation fait le même taf qu'ils ont fait sur CNews, sur Blast, alors là je dirais ok. C'est-à-dire, camarade, attends, le même taf, attends, j'ai pas compris ton message. Du coup, t'aimes bien Off Investigation ou pas? J'ai pas bien compris ton message. Redis-moi. Le petit go qui dit le tweet de Musk s'est pris une note de la communauté par ailleurs. Ça, j'avais pas vu, tu vois. Ça, j'avais pas vu. Célix Alba qui dit ça fait écho avec le livre sur Brigitte, bouquin assez horrible d'ailleurs. Ça, on en parle demain. On en parle demain de l'affaire Brigitte, les amis. Soyez au RDV également. Et mon Babcom 5 qui dit c'est-à-dire que j'aime bien leur taf, mais ils sont trop partiaux. Mais on revient souvent sur les mêmes réflexions, mais c'est chouette en fait. C'est surtout des rappels. Je pense que par les temps qui courent, il y a tellement d'hystérie en fait généralisée que c'est compliqué, je trouve, de garder la tête froide et le cap sur ces questions-là. Je pense, mon cher Babcom 5, que j'embrasse évidemment, je pense que c'est le but d'un média d'être partial. Mais qui a déclaré qu'un média devait être impartial, devait être objectif? Qui a déclaré ça? Qui a décidé? Je pense sincèrement que ça fait partie du piège dans lequel on vit, du piège médiatique dans lequel on vit, de cette promesse que les médias doivent être objectifs, impartiaux. Mais depuis quand? Depuis quand? C'est bien ce piège-là. Et si vous voulez, qu'il y ait des instances, évidemment comme l'ARCOM, qui décident de ce genre de choses, qui sont des arbitres propagandistes, qui sont des arbitres d'un État autoritaire, qui justement vont sous couvert d'impartialité et d'objectivité, sanctionner des médias. Mais ce qui n'a aucun sens, parce que ce sont eux qui fixent l'objectivité. Donc en fait, l'objectivité, c'est la ligne dominante. Et si vous en sortez, vous êtes condamné, ou vous êtes poursuivi. Ce qui, pour le coup, cet acharnement a été le cas contre C8. Je l'ai dit hier, on ne va pas revenir dessus. Donc, si vous voulez, quand je vois des citoyens comme nous qui adhèrent à ce genre de truc, qui disent « Ah oui, mais j'aime pas tel média parce qu'il est orienté, il est partial et il est subjectif. » Mais évidemment, mais c'est tout le but d'un média. Le problème, c'est qu'on nous ait fait croire que cela ne devait pas être le cas. Or, quand vous regardez, je prends tout le temps le même exemple, mais tu passais dans un kiosque, devant un kiosque dans les années 80. Tu achetais un exemplaire de Libération, un exemplaire du Figaro. Tu savais que Libération, c'était de gauche, et c'était assumé, ou l'Humanité, ou ce que tu veux. Tu savais que c'était de gauche. Tu savais que quand tu allais lire le journal, tu allais avoir un traitement de l'actualité par des auteurs de gauche, avec des regards de gauche. Quand tu lisais le Figaro, tu savais que c'était de droite. Donc, tu allais avoir un traitement de l'actualité par des auteurs de droite. Mais on considérait que les gens étaient intelligents. On n'avait pas besoin de les tromper, on n'avait pas besoin de les duper, de les considérer comme des abrutis. Donc, on savait très bien que les gens regardaient les médias, et puis qu'ils savaient très bien l'orientation politique de base. Les journalistes ne s'en cachaient pas, et ça a continué pendant un paquet d'années. Mais aujourd'hui, le véritable mensonge, la fumisterie ultime, c'est d'avoir fait croire aux gens qu'un média est censé être objectif et impartial. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est un exemple assez basique, si vous voulez. Demain, sans être forcément journaliste, mais vous allez voir ce que je veux dire. Demain, on est tous ensemble dans la rue. On est 10 là. 9 d'entre vous plus moi. On est 10 dans la rue. Sur un trottoir, on boit un coup au café. On boit une bière au café, impeccable et tout machin. Ceux qui boivent pas de bière, on s'en branle. Buvez autre chose. Tout de suite, il y a un accident de voiture devant nous. Il y a 2 voitures qui se percutent. Ok ? Classique, basique. La police, la maréchaussée arrive, nous interroge un par un dans une petite salle. On a vu le même accident, à la même position, au même moment, tout pareil. Je vous parie l'apéro qu'on aura 10 versions différentes.
Personne ne dira exactement la même chose. C'est une question de point de vue, donc de subjectivité. Donc, c'est ce qu'on attend d'un média. Au contraire, c'est ce qu'on attend d'un média d'assumer la différence, de dire nous sommes de gauche, nous sommes de droite, nous sommes libéraux, nous sommes souverainistes, nous sommes je ne sais quoi, communistes, et nous allons vous raconter l'actualité de cette manière-là. C'est au contraire, c'est ça qui est génial. Moi, je m'échine à vous le dire. Juste milieu, ce qui me plaît dans le nom, c'est la référence à Aristote. En philo, Aristote, c'était un bon vieux grec, pas le sandwich, le peuple, un bon vieux grec qui déboule et qui nous invente un jour la notion de juste milieu et qui le décrit comme un point d'équilibre permanent entre deux extrêmes. Mon idée avec juste milieu, c'est pas tout le temps d'être au centre, comme une sorte de François Bayrou tiédasse, à me dire, ben voilà, je me mouille jamais, je vise le milieu. Non, pas du tout. C'est que dans tout sujet, vous avez des bornes extrêmes qui vont se dessiner. On va reprendre l'exemple d'Hanouna sur l'histoire de C8 et Hanouna. D'un côté, vous avez ceux qui disent « De toute façon, l'Arcom a fait fermer C8, c'est à cause des gauchistes. » Pour moi, c'est une borne extrême. Et à l'autre borne extrême, vous allez avoir ceux qui vont dire « De toute façon, Hanouna a mérité, il fallait le faire taire, c'est un ennemi du système. » Et pour moi, l'idée de juste milieu, c'est de se positionner entre ces deux bornes, de travailler les faits, travailler l'actualité, et de vous proposer une analyse qui entend les deux parties, qui entend les deux bornes extrêmes, et qui confronte leurs avis au réel, à l'actualité, en tout cas à l'actualité que j'ai pu collecter et à l'analyse que je peux en faire. Et de renvoyer tout le monde dos à dos en disant « vous avez raison pour ça, mais vous avez tort pour ça. Et vous avez raison pour ça, mais vous avez tort pour ça. » C'est ça le juste milieu. Et j'ose espérer que mon travail parle pour moi, si vous voulez, depuis quelques années en arrière. Donc, bien sûr que je suis partial. Je suis évidemment partial. Je suis évidemment subjectif, les amis. Et je vous ai jamais vendu le contraire. Quand je fais mes vidéos, les sujets, c'est moi qui les choisis. C'est moi qui les traite. C'est moi qui fais les blagues. C'est moi qui écris les scripts. Donc, c'est moi. C'est moi. Jamais de la vie, vous m'entendrez dire, je suis objectif. Et ce que je vous dis, c'est la Bible. C'est parole d'évangile. Mais jamais de la vie. Ne me croyez jamais sur parole, par pitié. Et le jour où je vous dis ça, vous vous désabonnez en masse. Tout le monde se casse. Parce que j'aurais perdu les pédales. C'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est de dire « Je suis un citoyen comme vous, voici mon analyse, j'ai de la chance, c'est que c'est mon boulot, je lis, je regarde, je machin, je bricole, voilà ce que je vous propose. Je suis indépendant, mais je ne suis pas impartial. Je suis indépendant, mais je ne suis pas objectif. » Donc, c'est là où, pour moi, les amis, ne tombons pas dans ce piège. Je vous en supplie, ne tombons pas dans ce piège. Le but d'un média n'a jamais été d'être purement objectif et impartial. Ça n'est pas vrai. Au contraire. Au contraire. Et c'est pour ça que je suis ravi, pour revenir sur ce que je vous disais avant, je suis ravi d'avoir parfois des gens qui applaudissent mon travail en disant « Ouais, t'as bien fait de taper sur les gauchistes ». Et quand je tape sur leur sensibilité politique, qui me disent « Ouais, bah de toute façon, t'es un gauchiste, t'es une merde. » Tu vois. C'est bien la preuve que ces gens-là ne comprennent pas ma démarche, ou en tout cas ne peuvent pas ou ne veulent pas y adhérer, et qu'ils préfèrent entendre des discours qui confortent ce qu'ils pensent, ce qui est parfaitement feignant, si vous voulez, sur le plan intellectuel, mais tant mieux si ces gens-là s'en vont. Parce que, pour moi, ils vont s'ennuyer. Si ça les fatigue, et s'ils refusent de penser contre eux-mêmes par moment, effectivement, ils n'ont rien à faire là. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les amis. Et c'est ce que je trouve chouette. Moi, voilà, pour répondre à ta question, mon Babcom 5, on en a déjà parlé quelques fois, mais je trouve toujours important de le rappeler, cette notion-là, et qui est au centre un peu de tout, et ne tombons pas dans ce piège. Off Investigation, je sais très bien qu'ils ont un prisme à gauche, ça m'empêche pas d'apprécier leur travail. C'est comme Blast, parfois je trouve ils font des trucs c'est nul, et parfois ils font des trucs que je trouve c'est super. Voilà. Et pourtant, je n'ignore pas que Blast a reçu en tout cas 800 000 € de subvention en 2023, versés par l'État. Je trouve que pour moi, c'est un baiser du diable. Ça ne m'empêche pas d'apprécier leur travail par moment. Comme tout le monde. Alexis Poulain, il a une tendance à LFI. J'adore son boulot. Il me fait marrer et ça me plaît. C'est comme ça. C'est pas grave. Je lis Le Canard enchaîné. Je lis Libération tous les matins. Pourtant, je suis pas devenu tendance Glucksmann, tu vois. Donc c'est ce que je trouve vraiment chouette, ce que je trouve important. Enfin bon, bref, de toute façon, tout ça, vous connaissez, les amis. On va pas refaire la piémontaise. On va arriver sur le volet géopolitique, évidemment, les copains. Mais d'abord, je dois vous faire un aveu. Parce que là, il y a eu une déclaration médiatique, je peux pas passer à côté.
Je vous le dis et je pensais jamais dire ça. Je suis pour la guerre en Ukraine. J'ai changé d'avis ce matin. J'ai changé. Alors au départ, j'étais contre. Je suis contre la guerre de base. Ça, c'est mon côté Yannick Noah avec des chaussures, si vous voulez. Là, je suis pour. Ah, là, la guerre en Ukraine, je n'ai jamais été aussi pour. Il faut envoyer, il faut y aller. Je suis pour la guerre en Ukraine. Mais j'étais le premier étonné. Hein. Ce matin, je me suis levé, j'étais bien. Là, j'ai entendu un truc, j'ai dit si, en fait, il faut le faire. Je vais vous montrer une séquence. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui a fait basculer pour moi ma décision? L'idée, quand même, c'est à un moment donné de signer un cessez-le-feu et ensuite la paix. Et on ne va pas continuer à financer, d'ailleurs, on n'en a pas les moyens, une guerre qui, pour le moment, n'est pas gagnée par l'Ukraine ni par la Russie. Mais n'est pas perdue non plus. Et sera sans doute jamais gagnée. On peut faire la guerre pendant 150 ans. Mais à un moment donné, moi j'adore les va-t-en-guerre qui font la guerre par procuration. Mais non, l'idée c'est quand même faire la paix. Et l'idée, je suis d'accord avec Zelensky, c'est pas la paix à n'importe quel prix. Il faut que l'Ukraine ait des garanties de sécurité. C'est d'ailleurs sur ça qu'avec Trump, ils se sont... Mais moi, ceux qui me disent, il faut continuer à fond perdu. Et on aurait dit ça, mais tu imagines, imagine si on avait dit ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on... Ça n'a rien à voir. Les comparaisons sont absurdes. Pourquoi? Est-ce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait pas dit à De Gaulle, non mais arrêtez vos conneries, vous voyez bien que la guerre, vous l'avez perdue, les Allemands sont chez vous. J'avais dit qu'ils allaient faire traiter de pétain dès qu'on critique. Mais non, pas du tout. Tu fais une comparaison qui n'a aucun sens. Poutine ne veut pas envahir Paris. Ça n'a strictement aucun sens. Je comprends pas cet esprit défaitiste. C'est pas des esprits défaitistes. Je pense que parfois, moi effectivement, j'adore les gens qui veulent faire la guerre mais qui n'iront jamais sur un tranché. Mais moi, pourquoi j'irais pas? Moi, si le président me le demande, j'irai. Je m'en fous complètement. Charles Consigny a dit: moi, si le président me demande, j'y vais faire la guerre. Il faut y aller. Si, on doit envoyer des troupes en Ukraine. Alors, à ce détail près, voilà. Ceci dit, si on peut envoyer d'abord les gens de plateau, la première ligne intellectuelle, l'élite. Voilà. Parce que nous, la merde, nous, le peuple, nous, les nulos, on va faire de la merde. Donc ils sont où, les Ukrainiens? On va se tirer dessus, on est nuls. On est cons. N'oubliez pas qu'on est cons. Ils nous expliquent tout 14 fois. Macron répète tous les matins, faut faire de la pédagogie. Donc on est teubés. Donc vraiment, nous, tu nous mets un fusil entre les mains, on va chasser des palombes. On est des paysans, on mange nos ongles de pied. Donc je veux dire, il faut envoyer Charles Consigny. Premier du régiment. Et ensuite, on envoie l'élite. Parce que, pourquoi l'élite? L'élite, ils ont tous les avantages. C'est normal, c'est le sommet de la pyramide. Ils ont plus de pognon, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de drogue, ils ont plus de tout ce que tu veux. Donc c'est normal, c'est l'élite. Ils ont des privilèges. Mais, si tu veux être l'élite, ça s'accompagne aussi d'un bagage de trucs pas cool. Donc si t'es l'élite pour gagner du pognon, t'es l'élite pour aller faire la guerre. Tu vois, on peut même envoyer, par exemple, Gérard Miller, tireur d'élite. C'était pas le même champ de bataille. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que Charles Consigny, il a raison. Il est l'élite. Il a dit, si Macron décide, j'y vais. Alors il y va. Parce que là, on envoie un régiment. Attention, les expandables. Hein. T'imagines le régiment Marty, Docteur Marty, Charles Consigny, Glucksmann, Gabriel Attal, Vianney. Lui, on ne sait pas pourquoi je l'ai mis dans la liste, tant pis pour lui. Sandrine Rousseau, parce que l'égalité sur le champ de bataille. Il faut aussi les femmes. Antoine Léaumont. Gérard Miller. On va le mettre quand même, tant pis. Il se videra les douilles, ça le changera pour une fois. T'imagines la gueule des expandables quand même. Mathieu Slama, voilà, je l'oubliais, et il nous faut une autre féministe dans le lot. Alice Coffin, voilà, tu mets Alice Coffin, voilà. Paf, premier bataillon, la Légion étrange. Étrange. Nous, on a Légion étrangère, c'est du costaud. Là, on envoie la Légion étrange. C'est vrai que les Russes, ils vont voir arriver ça, ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la parade de Disneyland qui s'est échappée? Est-ce que c'est avec ça que Moscou va se péter la gueule? Laurent Alexandre, un petit peu en retrait, parce qu'au départ, il est urologue, donc il va sûrement se pisser dessus. Donc, je propose à M. Consigny, c'est un appel officiel, en tant qu'élite, en tant qu'homme courageux, digne de ce nom, avec des épaules de serpent, mais c'est pas grave, qu'il y aille, avant même la parole de Macron, voilà, qu'il s'emmerde pas, il y va et il montre l'exemple, comme sur le reste.
Voilà. On envoie nos meilleurs. On envoie l'élite, on envoie le top du top. Parce que là ils ont raison. Moi, c'est pour ça. Moi, je pense qu'il faut faire la guerre. Là, il faut faire la guerre. Là, moi, j'étais contre. Hein. Au départ, faire mourir des innocents. Bon. Après, faire mourir des innocents comme Charles Consigny, non, mais lui ne serait pas dérangé à me faire envoyer moi. Donc, ça marche dans tous les sens aussi. Tu vois. Et je veux dire, là, tu commences à rigoler, en fait. Parce que c'est le problème des va-t-en-guerre. C'est le problème des va-t-en-guerre avec du pouvoir. C'est qu'ils oublient que sur un champ de bataille, ils tiennent 42 minutes. Et encore 42 minutes quand ils sont dans le bus à 43 km du front. Faut pas l'oublier aussi. Les guerres font mourir les plus valeureux. C'est ce qui est terrible, mais rappelez-vous, le bilan terrible de la Seconde Guerre mondiale, on a fracassé nos paysans, notre jeunesse, nos ouvriers, nos mineurs de fond. On a détruit tout ce que la France avait de mieux en termes de force vive, en termes de vigueur. On a fracassé tout ça et on a passé la dernière lame avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est toujours un petit peu pareil. Ce qui est terrible, je redeviens un peu sérieux avec ce que je vous dis, mais ce qui est terrible chez les va-t-en-guerre, c'est que les va-t-en-guerre sont souvent les plus fragiles, si tu veux, en vérité. Ceux qui savent qu'ils n'iront pas. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir ce genre de position parce qu'ils sont dans des beaux bureaux avec du bois laqué. Souvent, c'est du bois laqué. Ils ont des gros stylos plumes, comme ça, ils signent des gros papiers. Maintenant, ils sont à la télé. Hein, ils ont des gros micros, ils disent des grosses conneries. Mais ils savent qu'ils n'iront pas. Tu vois, Charles Consigny, il a peut-être une baraque secondaire au Maroc. Il va filer, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Moi, je veux bien qu'on soit va-t-en-guerre et qu'on explique aujourd'hui, dans le conflit actuel Russie-Ukraine, qu'on dise la France doit y aller. Il n'y a pas de problème. Mais on devrait faire voter une loi. Ceux qui disent ça, ils y vont. Et cette loi portera mon nom. Ce sera la loi Rémy. Et elle sera intitulée article 4, alinéa 2, c'est celui qui dit qui est. Alors, il y a un côté cours d'école. C'est vrai que, voilà, bon, qui dérangerait pas peut-être certains présentateurs de CNews, hein, mais il y a un côté cours d'école, mais je pense qu'il est important. C'est celui qui dit qui est. Toute personne qui arrive à la télévision et qui dit il faut aller faire la guerre aux Russes, on coupe. Là, tu as quelqu'un qui arrive, qui lui met un casque et lui dit bravo, vous êtes engagé. Tu prends un Flixbus direction Kiev et en avant. C'est ça le truc. Parce que c'est trop facile en fait. C'est trop facile de faire crever les valeureux, de faire crever même certains de nos soldats français qui sont partis. Il faut quand même rappeler ça. On a des soldats français qui sont partis servir sur les bataillons ukrainiens. Tu vois. Le niveau d'enrôlement du bordel. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, et on arrive dans le gros sujet de l'émission, les amis, sur le volet géopolitique. Aujourd'hui, qui peut croire que Poutine a l'ambition d'envahir Paris? Ça n'est évidemment pas sérieux. Enfin, je suis encore bluffé, si vous voulez, de ceux qui défendent ça et de l'absence complète d'argumentation. Donc, c'est pour ça, voilà, Monsieur Consigny, évidemment, bon, qui ont pisse au cul, hein, toujours Éric Cantona, évidemment. Hein. Évidemment, qu'il y aille avec grand plaisir, en tout premier lieu, avec cette loi c'est celui qui dit qui est, que je vais déposer bientôt. Je vais déposer dans ma bibliothèque, parce que je ne peux pas aller plus loin, mais ça me semble très important. Alors, ceci dit, les amis, on y va. On y va sur le gros sujet du jour, les copains. Alors, je le redis, partagez le lien de l'émission sur Twitter, sur Facebook, qu'on fasse un peu péter les scores. Tapotez l'écran sur TikTok, mettez les cœurs, je sais pas quoi. Je vous vois, vous êtes 69. En plus, déjà, il y a un signe. Donc, vous tapotez l'écran et puis c'est tout. Et on y va. On y va sur la séquence, les amis. Trump nous a secoué l'échiquier politique. Il s'est passé énormément de choses la semaine dernière. J'étais en vacances à Rome, la pizza, Carpaccio, et je reviens, c'est le bordel. C'est le bordel, les amis. Énormément de choses. Hein. Il y a eu une sorte de réunion parents-prof. Hein. Macron est allé le rencontrer, Zelensky est allé le rencontrer, Stramer, le Britannique, est allé le rencontrer. On a eu le prof a convoqué les élèves. On a eu des séquences lunaires, on a eu beaucoup de choses, et on va revenir dessus à la sauce juste milieu, comme d'hab, vous le savez. Je vous montre d'abord les séquences pêle-mêle, ensuite on tentera d'analyser ça, je tenterai d'analyser ça, et de voir un peu ce que ça dit de la situation, et je risque de vous décevoir, mais on va quand même
prendre le temps de tout ça. Alors, une première séquence, parce que parmi tout ce qu'on a vu, et je voulais commencer avec celle-là, qui pour moi est la plus importante. Pour moi est la plus importante parce que entre deux coups de sang, entre deux séquences fortement relayées et relayables, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux, Trump a surtout lâché de gros mensonges. Oh le vilain menteur! Oh vilain Donald! Il nous a sorti ça, c'était le 26 février. On commence avec cette séquence qui est pour moi la plus importante. Of Europe. I love all countries, frankly, all different, but the European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. Voilà. Alors, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Britney Spears, Trump nous explique dans cette séquence, lors d'un échange autour de la question de l'Union européenne, sur fond de guerre en Ukraine, évidemment, Trump nous dit « L'Union européenne a été formée pour, je cite, baiser les États-Unis. C'est leur seul but. » Alors, pourquoi je vous montre cette séquence en premier lieu? C'est parce que là, on rentre vraiment dans à la fois la géopolitique dure, on y viendra dans la conclusion de la séquence que je vais vous proposer, mais on rentre surtout dans la diplomatie. Est-ce que peut-être le visage le plus malin, le plus malsain de la diplomatie, qui est la déclaration, qui est le mensonge, qui est la falsification du réel. L'Union européenne a été formée pour baiser les États-Unis, c'est exactement tout l'inverse. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Si vous suivez des discours un peu souverainistes, si vous avez déjà parcouru des ouvrages liés à la construction européenne, on ne le dira jamais assez, la construction européenne est un projet américain. Depuis le tout début, depuis l'AMGOT, ce projet fomenté par les Américains pour coloniser l'Europe, notamment la France, ce fut l'un des grands combats de De Gaulle, mais surtout l'Italie. Ça a fonctionné pendant plus de 3 ans. L'Italie a été un pays administré par les États-Unis, avec l'aide de la mafia, qui travaillait étroitement avec la CIA à l'époque. Concernant la France, je vous invite à lire un bouquin incontournable, extraordinaire, qui est L'ami américain d'Eric Branca, évidemment, qui est une référence incontournable si vous voulez comprendre pourquoi Donald Trump nous dit précisément n'importe quoi dans cette séquence. Et ceci dit, là on rentre dans le visage le plus malsain de la diplomatie, où Trump peut manipuler le réel, comme tout politicien évidemment, peut manipuler le réel, peut réécrire l'histoire, et là on est en plein dedans. Je commence par ça, et je tenterai de vous prouver avec les séquences que l'on va voir, pourquoi en plus c'est évidemment tout l'inverse, historiquement, et encore aujourd'hui. Alors, dans les séquences, bien sûr, vous les avez sûrement vues tourner. Je vous les montre un peu pêle-mêle pour rattraper le dossier, pour ceux qui n'auraient pas suivi tout ça. On a eu la tournée des Grands-Ducs qui sont allés aller rencontrer Donald Trump. Emmanuel Macron, évidemment, s'il n'y avait qu'une chose à montrer, c'est bien sûr la photo qui a été retenue. La photo suite à la visite d'Emmanuel Macron, photo publiée sur la page officielle de la Maison-Blanche. Regardez la photo qui a été choisie. La gueule impeccable de Donald Trump en bleu, le sourire éclatant, sûrement peut-être un peu photoshopé, et Macron terne gris, qui a une vieille gueule à sa gauche. Donc, l'humiliation permanente. On peut le résumer de cette manière-là. Vraiment, le Trump a reçu Macron dans le bureau ovale, qui depuis s'appelle le bureau aval, si vous me permettez le jeu de mots. On a eu cette séquence également de Trump qui, lors d'un échange par visioconférence avec des dirigeants européens d'ailleurs, a fait asseoir Macron sur un coin de son bureau. Regardez ça, par exemple. Voilà. Et vraiment, c'est un stagiaire de 3e. C'est un stagiaire de 3e. Tu t'assois là, tu parleras quand on t'aura sonné. Donc, mais je ne sais pas si on se rend compte, en fait, dans un monde normal, c'est-à-dire pas le nôtre, dans un monde normal, on est sur une humiliation géopolitique, une humiliation diplomatique, pardon, qui pourrait presque valoir déclaration de guerre, évidemment. Si ce n'était pas un géant contre le minus que nous sommes aujourd'hui, c'est extraordinaire. On a eu la table de Poutine de 9 mètres, on a eu le coin de table de Poutine, on a eu le coin de table de Donald Trump. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, tu ne sais pas aujourd'hui si c'est un président de la République ou un magasin de mobilier de cuisine. Il prend que des tables improbables pour montrer à quel point c'est une pompe à vélo. Donc,
dans le monde qui est le nôtre, si vous voulez, où une séquence de buzz succède à une séquence de buzz, on ne mesure plus l'ampleur des choses. On ne mesure plus le réel. Hein, si vous voulez, la vidéo que je viens de vous montrer succède à une vidéo d'un petit chat, qui succède à une vidéo d'un attentat, qui succède à une compile des buts de Neymar. Donc en fait, on ne voit le réel que de manière intermédiaire, c'est-à-dire avec des intermédiaires, des écrans, des réseaux sociaux, juste milieu, ce que vous voulez. Hein. On ne voit le réel qu'à travers ça, donc on ne mesure plus l'ampleur en fait de cela. Je pense sincèrement que, ne serait-ce qu'à l'inverse en vérité, Macron fait ça à Trump en France, Trump se lève et s'en va. Imaginez seulement De Gaulle. C'est inimaginable. Un Staline, Roosevelt, Churchill, imaginez ces dirigeants-là, jusqu'à Chirac, Adenauer, imaginez, enfin, c'est bien sûr inimaginable. Donc, on a eu ce genre de choses. Pendant ce temps, hein, parce que pour la petite parenthèse, mais il faut quand même se la remettre, pendant que Macron subit un énième camouflet à l'international, nous avons notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui nous a publié une parodie de Bref sur Twitter. Regardez, ça dure 1 minute, c'est pénible, mais vous allez y arriver. Mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, notre avion pour Johannesburg va partir. J'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai dit. Ah, je te rappelle. Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. À Roissy, j'ai marché jusqu'à l'avion, dans des couloirs, sur des tapis, et comme j'avais pas terminé à mon bureau, j'ai continué mon appel. En arrivant à l'embarquement, j'ai lu Final Call. Je devais encore raccrocher pour monter dans l'avion. Alors, j'ai envoyé des messages. Une voix dans l'avion a dit Bienvenue au poste, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Et on a décollé. J'ai 12 heures de vol, alors j'ai lu mon dossier. C'est un gros dossier. Un très gros dossier. Et pour être en forme, en arrivant, j'ai dormi. La porte s'est ouverte, je me suis rappelé de la phrase en partant. Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. Mais je crois que c'était une fake news. J'ai retrouvé mes homologues européens et on s'est coordonnés pour être unis en séance plénière. Mais avant de parler de la séance plénière, je dois vous parler de bilatéral. Le bilat, comme disait les diplomates, ça veut dire que j'ai parlé à un ministre, puis à un autre ministre, puis à un autre ministre. Pour accueillir autant de monde, il faut un grand lieu. Et donc il faut marcher, faire des allers-retours. Seul, à deux, à plusieurs. À un moment, on était en retard, alors on a opté pour un autre moyen de transport. J'ai pu m'installer à l'heure en plénière. J'ai écouté tout le monde parler. C'était un peu long, mais intéressant. Chaque pays et chaque organisation internationale expose sa vision de la situation. À un moment, ça a été mon tour de parler. Ce que j'ai dit, je l'ai répété à la presse également, et j'ai dit non, la fragmentation du monde ne se fait pas le long de lignes géographiques. Voilà. Donc, si vous voulez, comment voulez-vous que nous soyons pris au sérieux, hein? Moi, je veux bien, en fait, qu'on soit bien d'accord, je veux bien les réseaux sociaux, je veux bien les codes contemporains. On comprend, si vous voulez, l'existence de ce genre de séquence. Mais quand on sait que Jean-Noël Barrot fait partie des décideurs politiques qui envisagent l'envoi de troupes françaises en Ukraine, c'est-à-dire, tu fais pas la guerre avec les bisounours. En fait, à un moment donné, si tu veux jouer à Rambo, faut montrer tes muscles. Tu joues pas à Rambo avec une clarinette dans le cul. On va être très clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être crédible. Si tu veux jouer à la guerre, il faut avoir une attitude de guerre. Faut renvoyer une image de guerre. Tu fais pas la guerre avec Barbie casse-noisette. Et sauf qu'aujourd'hui, nous, nos dirigeants, se prennent pour les expandables, mais sont gaulés comme Camping Paradis. Donc, avec ce genre de séquence, évidemment que Macron se fait uriner dessus aux États-Unis. Alors, une autre petite séquence qui a été peut-être un petit peu moins commentée, mais qui est symbolique du pouvoir tel qu'exercé en France, je le redis, au-delà de la qualité de son travail, et on l'embrasse, hein, il est fort sympathique, Macron est parti avec Hugo Décrypte dans ses valises. Ça, c'est plus original. Il y a eu un échange entre Macron et Trump, une sorte de conférence de presse, et comme c'est l'usage, chaque pays peut apporter en fait, des journalistes de son cru, on va dire. Et Macron nous a ramené Hugo Décrypte, donc c'est dire le niveau en fait, de ce que Macron a choisi hein, pour aller aux États-Unis. C'est pas un manque de respect Hugo Décrypte, mais si vous voulez, quitte à avoir une ligne BFM TV pour les jeunes, autant prendre un journaliste de BFM TV. Et voilà la séquence que cela nous a offert. Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin? I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. I think we have a chance of a really good settlement between various countries. And, you know, you're talking about Europe, and you're talking about Ukraine as part of that whole situation. The other side has a lot of support also. So let's see how it all works out. It might work out. Look, you can never make up lives. The one thing you can make up the money, but you can't make up the lives. A lot of lives lost. I think probably a lot more lives than people are talking about. It's been a rough war, but I think we're close to getting it solved. Voilà. Donc
qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout contre Hugo Décrypte en tant que média, en tant qu'individu, qui fait un super boulot et bravo à lui et c'est super. Mais la symbolique est lourde d'un Macron qui part avec son journaliste de poche et en plus Macron qui lui fait un vilain clin d'œil absolument pas discret. Bien joué, bro, t'as posé la question qui fâche. On en est là. On en est donc là. Et je soupçonne, je n'ai pas les preuves, alors c'est peut-être du complotisme, je soupçonne évidemment que tout ça ait été organisé, tout ça ait été préparé de manière assez ridicule d'un petit qui va voir un grand pour espérer le gêner sur une question. Bon, ça c'est pour Macron. On continue rapidement. On a eu M. Starmer, le Premier ministre britannique, qui est allé également aux États-Unis, qui s'est également fait pisser dessus, avec notamment Trump, qui le coupe tranquillos en pleine discussion, en pleine intervention. C'est assez extraordinaire. Really good discussion, a productive discussion, a good discussion, as a result of which our teams are now going to be working together on an economic deal. Our teams are going to be working together on security in Ukraine. You mentioned Canada. I think you're trying to find a divide between us that doesn't exist. We're the closest of nations, and we had very good discussions today, but we didn't discuss Canada. Thank you. Un gros Vatsenov, ça suffit tout à fait tranquillement. Trump a déclenché l'hilarité des journalistes et de Keir Starmer lui-même en lui posant la question de savoir si les Anglais étaient capables de se battre tout seuls contre la Russie. Regardez cette séquence là encore extraordinaire. Between our two countries, that is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we absolutely backed each other up, and that's at the Could core. you take on Russia by yourselves? Well, all right, one or two more. Voilà, tout le monde se marre, donc c'est vraiment extraordinaire en termes d'humiliation. Le clou du spectacle, le 28 février, c'était évidemment Zelensky qui était là-bas. Tout le monde ne parle plus que de ça. C'est un tremblement de terre diplomatique. Vous avez vu peut-être la séquence à l'arrivée de Zelensky. Trump qui se fout de sa gueule en lui disant « Tiens, il s'est mis sur son 31 ». He's all dressed up today. Voilà, le foutage de gueule d'entrée de jeu. Et on a eu ce fameux clash, cette fameuse séquence qui a fait parler dans le monde entier, les amis. Le clash entre les deux hommes. On va se mettre un extrait, 3 minutes pour revoir ça de manière sous-titrée en français. Et après, on arrivera un petit peu à l'analyse que je vais vous proposer sur ça, les amis. Et je serai ravi d'avoir vos retours, d'avoir vos avis, bien évidemment, et vos commentaires. Kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of accept times that there, thank you accept to that- American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running low I know. on soldiers. Don't- Listen, don't, please, you're running Mr. low on President. soldiers. Voilà. Donc, cette séquence, les amis, qui a beaucoup fait parler. Ça fait 2 jours, 3 jours que dans les quotidiens français, on ne parle que de ça, du renversement géopolitique que cela entraîne. On nous explique maintenant que l'Ukraine regarderait du côté de la Chine, que c'est à l'Union européenne de sauver l'Ukraine, de prendre la tête de la lutte contre la Russie. On nous explique que maintenant même l'Union européenne se tourne vers l'Inde, pour des aspects peut-être plus business, mais on a l'impression d'assister à un tremblement de terre qui n'est pour moi qu'un tremblement de terre dans un verre d'eau. Alors là, on rentre un peu dans les éléments d'analyse. Une fois de plus, ça n'est que la mienne, les amis. Mais sur tout ce que nous venons de voir, pour moi, il y a un point commun. C'est que Trump ne change absolument rien à la ligne diplomatique et géopolitique des Américains. Absolument rien. Jusqu'à présent, ses prédécesseurs, de Biden à Obama en passant par Clinton, Bush et compagnie, faisaient la même chose avec les pays vassalisés. Humiliation, soumission, vassalisation. Il leur pissait dessus. Sauf que Trump, on lui reconnaît le courage de le faire la porte ouverte. Et que ces séquences-là, aussi théâtrales soient-elles, on va y revenir, ces séquences-là sont juste, si vous voulez, la matérialisation, la concrétisation d'un rapport de force qui est celui qui existe depuis 70 ans. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et encore plus depuis la chute du mur et l'éclatement du bloc de l'Est, les États-Unis d'Amérique ont ce rapport-là avec les pays européens, issus de la construction européenne, et certains pays du bloc de l'Est, comme l'Ukraine, comme certains pays de ce genre-là. Donc, à un moment donné, on voit ces séquences-là, on a envie de se dire « Ah, mais c'est un chamboulement extraordinaire parce que nous n'avons jamais vu ça. » Si nous n'avons jamais vu ça, c'est pour 2 choses. C'est parce que ces discussions-là, normalement, sont des discussions qui ont lieu en coulisses. On ne l'expose pas au grand public, évidemment. Et si on l'expose, c'est une victoire de la société du spectacle, où on fait croire aux gens que on vous montre des renversements, on vous montre des bouleversements, on vous montre des choses comme ça, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. C'est du spectacle. C'est du sketch, tout ça. C'est du sketch. Quand Macron va se faire humilier par Donald Trump, c'est juste une concrétisation de la réalité des rapports diplomatiques. Sur le cas de Zelensky, j'ai du mal à croire, mais là encore, c'est que mon avis, hein, qu'on soit bien d'accord, j'ai du mal à croire que on puisse se dire, d'un côté comme de l'autre, mon Dieu, quel courage de Zelensky qui a osé dire quelque chose, et de l'autre côté, ah, Trump qui montre les muscles, et ça y est, il va arrêter la guerre en Ukraine.
À un moment donné, est-ce qu'on peut être sérieux 3 minutes? La guerre en Ukraine, si les Américains n'apportent pas leur soutien militaire et financier, la guerre en Ukraine, ça dure 30 jours, même pas. 30 minutes, peut-être. C'est pas pour manquer de respect aux Ukrainiens qu'on a envoyés à la boucherie, mais si on les a envoyés, c'est pour des intérêts qui sont bien supérieurs à une dispute entre Zelensky et Trump. Donc ça ne va pas s'arrêter comme ça. On rappelle que le cœur de la discussion entre Trump et Zelensky, c'est l'attribution des terres, l'exploitation des terres rares ukrainiennes par les Américains. Et aujourd'hui, il y a quelques heures à peine, on a appris que la Maison-Blanche aurait annoncé une suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Peut-être, je dis là vraiment, je suis au conditionnel sur ça. On verra dans les jours qui viennent la validation de ces informations ou pas. Peut-être sur fond d'un accord qui a été signé entre les Britanniques et les Ukrainiens concernant cette exploitation des terres rares dans le dos des Américains. Donc, ceci explique cela. Trump le dit dans la séquence que je vous ai montrée. Il le dit, c'est pas comme ça qu'on va faire des affaires. Parce qu'il veut faire des affaires. Donc, que je l'avais dit il y a plus d'un mois maintenant, que l'on ne vienne pas m'expliquer que Trump est le défenseur de la paix. Ça n'est pas vrai. Sinon, la guerre en Ukraine serait déjà arrêtée, un processus de paix serait déjà engagé. C'est comme Israël-Palestine. Israël sans l'armement américain, pardon, je mélange les dossiers. Israël sans l'armement américain, combien de temps ça peut tenir? Est-ce que Israël peut faire ce genre d'opération militaire qu'elle fait depuis plus d'1 an maintenant? Donc, la réalité géopolitique, si vous voulez, va au-delà de séquences qui sont valables pour TikTok et Twitter. Et là, tout ce que je vous ai montré, pour moi, c'est une matérialisation d'une réalité géopolitique qui existe depuis des décennies, mais c'est du spectacle. C'est du spectacle. Nous avons des dirigeants qui se donnent en spectacle. Trump a le beau rôle parce qu'il a le rôle du dominant. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin de caméra pour le savoir. Il n'y a pas besoin qu'il humilie Macron pour qu'on comprenne que la France s'humilie devant les États-Unis, que la France est soumise aux États-Unis. Pour moi, le plus dérangeant, c'est que nous assistions à un cirque où des dirigeants politiques acceptent de se prêter à l'exercice et de ruiner toute forme de crédibilité pour leurs fonctions, et avec eux, d'entraîner l'image de leur propre pays, l'image de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Ukraine, c'est encore un autre débat, mais quand Macron se fait humilier, c'est pas Macron, j'ai rien à foutre de l'humain Macron, je m'en cire. C'est la France qui est humiliée. C'est ça qui est problématique pour moi. Il y a une réalité géopolitique, évidemment, qui nous montre que nous sommes soumis aux États-Unis et que nous avons une dépendance qui s'est accrue avec la construction européenne et qui nous met aujourd'hui en situation d'être pieds et poings liés par les Américains pour des enjeux militaires, financiers, économiques, industriels. Mais cette matérialisation concrète nous montre que, en étant humilié, Macron entraîne la France avec lui. C'est l'image de tout notre pays qui est salie. Donc c'est ça qui m'embête. Le reste, c'est de la séquence pour TikTok. Sur le dossier ukrainien, est-ce qu'on a envie de se battre sur « Ouais, mais Zelensky a osé lui couper la parole, quel courage !» Pour rappel, dans un western, quand un cow-boy est tué, il meurt que dans le western. Il ne meurt pas dans la vraie vie. Il meurt dans le film, en fait. Donc là, c'est pareil. C'est Hollywood. C'est Hollywood, là, ce qu'on nous sert. C'est Hollywood, c'est pas ça la vérité. Si on commence à prendre ces séquences médiatiques fabriquées, pensées, imaginées, si on commence à les prendre pour le réel, on n'a pas fini de se faire avoir. On n'a pas fini de se faire tromper. Je ne crois pas une seule seconde à ce genre d'image, à ce genre de séquence. La réalité, c'est les gens qui meurent sur le terrain pour des enjeux qui ne sont pas des enjeux de paix, des enjeux de territoire, des enjeux comme cela. Ce sont des enjeux militaires, des enjeux énergétiques, des enjeux de business, comme le dit Trump. Ça, c'est le réel. Les gens qui meurent, ils meurent vraiment. Mais on ne les filme pas. Ça, c'est original. On est en train de faire des grands débats sur « Ouais, mais Zelensky a coupé la parole de Trump ». C'est à ça que vous résumez le conflit ukrainien. Non, je ne suis vraiment pas certain de ça, les amis. Et c'est ce qui m'embête le plus. Si vous voulez, on est sur ce genre de commentaires de séquences médiatiques, comme le salut nazi de Musk. Pendant 2 semaines, vous avez des gens, mais sérieux, en plus, des gens dont j'apprécie hautement la capacité intellectuelle, comme M. Chapoutot, par exemple, Johan Chapoutot, qui arrive, qui nous dit « Oui, alors le bras, il est un peu comme ça, donc c'est nazi, c'est pas nazi. » Mais vous vous rendez compte de la capacité de ce système
médiatico-politiques à nous fabriquer des séquences qui vont nous occuper. Comme ça, qui vont nous occuper. On va commenter l'angle d'inclinaison du bras, la capacité de Zelensky à couper la parole. Trump, il a mis le doigt comme ça, puis un peu comme ça, puis il avait une cravate rouge. Mais ça nous détourne des véritables enjeux. Ça nous détourne des véritables enjeux. Je rappelle quand même que pendant ce temps, la situation Israël-Palestine est très loin d'une situation de couvre-feu. Et ça, c'est marrant, on n'en parle plus. Trump a ouvertement, avec son projet de code de Riviera du Moyen-Orient, a ouvertement évoqué un déplacement de population, un crime contre l'humanité. Ça passe. Pendant ce temps, on dit oui, mais Zelensky lui a coupé la parole. Donc, c'est ça qui m'embête, c'est que toute notre attention est détournée des véritables enjeux. Sur l'Ukraine, quand on m'explique que Zelensky s'est opposé aux Américains, mais Zelensky sans les Américains, c'est quelqu'un qui joue au piano avec son sexe. La révolution orange en Ukraine, elle est fomentée par qui? Par Zelensky et ses petits bras? Par l'ancien dirigeant politique et ses petits bras? On a, dans la construction contemporaine de l'Ukraine, on a les Américains qui ont toujours été derrière, d'une manière ou d'une autre. Quand vous aviez eu des députés, enfin des représentants politiques américains qui s'étaient rendus en Ukraine au moment de la révolution orange, la personne n'avait parlé d'ingérence. Donc, quand Zelensky, si vous voulez, va aux États-Unis et qu'on nous explique, ouais, mais là, il s'est opposé, mais vous n'êtes pas sérieux, en vérité. Ça n'est pas sérieux, c'est du spectacle. L'Ukraine, sans l'appui américain depuis plus de 20 ans, ça ne peut pas exister sous cette forme-là. Qui peut croire que l'Ukraine a mené seule la guerre face à la Russie? Enfin, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais on comprend bien que quand Zelensky va rencontrer Trump à la Maison-Blanche, ou n'importe quel président américain, c'est un VRP qui va rencontrer son patron, qui va prendre les ordres. Mais ce n'est pas lui le donneur d'ordre. On est dans la société du spectacle, complètement. Donc, je suis assez bluffé, en fait, par le temps d'antenne, le temps de cerveau que nous prennent ces histoires-là, avec un Donald Trump qui est transparent, il faut lui reconnaître ça. Hein, je veux dire, la soumission de certains pays vassaux comme les pays de l'Union européenne, donc, enfin, anciennement la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne qui a toujours été le port avancé des Américains en Europe, la France qui est un pays vassal de par son appartenance à l'UE, de par son abandon de toute forme de souverainisme et toute forme de gaullisme. Bon, bah voilà, Trump nous humilie, oui, bon, bah, là c'est filmé, mais c'est malheureusement ça depuis plus de 50 ans. Sur l'Ukraine, c'est pareil. Donc, je suis assez étonné, en fait, qu'on arrive à ne regarder que ça, à ne commander que ça. Bonne soirée. Ouais, à demain. Pas de problème, t'inquiète. On est au bistrot, on est bien. La belle soirée à toi. Voilà. Donc, je suis vraiment bluffé, en fait, les amis, par cette capacité que le système a à capter notre attention avec de l'anti-réel, si vous voulez, de l'anti-réel, et qui nous empêche de nous intéresser, de nous pencher sur les vrais sujets, de regarder ce qu'il y a véritablement dans les coulisses, de lire des livres sur ces questions-là, de regarder des reportages. Alors, je dis ça à vous, mais je sais que vous faites partie des gens qui s'intéressent, et ce que je vous dis là, il n'y a pas beaucoup de découvertes pour vous. Mais je trouve ça impressionnant, cette capacité du système à fabriquer comme ça des séquences pour détourner l'attention des véritables enjeux. Et ce qu'on vit là, c'est ça, le salut nazi de Musk, Zelensky qui coupe la parole. C'est le meilleur moyen que les gens se détournent et ne se contentent que de l'apparence, ne se contentent que de ce qu'on veut bien leur mettre devant les yeux et ne voient pas que la construction européenne des 30 dernières années est un projet organisé par les Américains, qu'il y a une mainmise américaine extraordinaire, comme sur l'Union européenne, comme sur le fonctionnement de la Grande-Bretagne. Et quand on comprend ça, on comprend évidemment que ces séquences-là sont du spectacle. On est dans une victoire de la société du spectacle, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus. Il n'y a pas de grande révélation. Mais parce que j'ai pas envie, si vous voulez, de faire des émissions, de prendre du temps, de prendre de votre temps et du mien pour vous dire « Ah ouais, il lui a coupé la parole. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La réalité n'est pas là. La réalité n'est pas là. Je prends vos messages, les amis, pour papoter. Et ça nourrira le débat, hein, comme d'habitude. Asie Crypto qui dit « Moi, je te dis, Rémi, ce qui est bien réel, c'est que les équipements d'armement américains, ça fait demi-tour direction les États-Unis. » Mais oui,
si les Américains n'ont pas, je pense sur la question des terres rares notamment, si les Américains n'ont pas gain de cause là-dessus, ils vont lâcher l'Ukraine. Ils vont lâcher l'Ukraine parce que... mais comment dire pour rappel, enfin, je ne vais pas me lancer dans autre chose, ce serait compliquer les choses pour rien. Mais oui, et alors enfin, je ne vois pas où tu veux en venir par rapport à ça. Malkel73, Zelensky, il a un job, c'est sucer les ricains pour avoir son aide. Il est quand même pas très fut-fut. Deuxième jour où je suis pas d'accord pour Blueby 3. Par rapport à quoi, camarade, dis-moi. Il y a plus de saison. Depuis la Première Guerre mondiale, on est soumis aux USA. Et le pire, c'est que l'on suit comme des petits chiens bien dociles. Ça se fait en ce moment même, nous dit Asie Crypto. Bayard 92, d'accord Rémi, mais Trump ne reconnaît pas l'UE, comment l'interpréter? Mais on s'en fout qu'ils reconnaissent l'UE. Dans sa construction, l'Union européenne est un projet piloté par les Américains. Donc qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, l'élite européenne, aujourd'hui, est une élite atlantiste parfaitement alignée avec les enjeux américains. Donc on s'en fout, en fait, qu'ils le reconnaissent ou pas. Le jour où je prendrai Trump au sérieux sur la question de sa distanciation avec l'Union européenne, c'est le jour où il dira, voilà, à partir de maintenant, démerdez-vous, peuples européens, votez pour qui vous voulez, soyez souverainistes, faites tous vos trucs, nous on s'en fout, l'Union européenne c'est de la merde, Bruxelles ne doit plus être respectée, merci, au revoir. Pour l'instant, ce jour n'est pas arrivé. Engegarde qui dit Rémi, je suis actuellement à Kiev, je suis passé par Lviv, on ne sent pas que le pays est en guerre, surtout pas à Lviv, alors je sais pas comment on dit, Vive ou Lviv. Le soir dans le centre, plein de jeunes à faire la fête, j'étais venu en 2023, il y avait plus de tensions. Ouais, c'est intéressant, hein. J'ai connu Lviv en 2004-2013, c'était beaucoup moins développé depuis 2014 et surtout depuis 2022, la ville a décollé, l'argent de la corruption ruisselle dans les grandes villes. La conclusion, la guerre est pour les pauvres car les petits villages sont réquisitionnés. Je suis d'accord. Blueby 3, et si le but était vraiment d'anéantir l'État profond qui se réfugie en Union... Wow. Peut-être, mais on tourne autour des mêmes choses. Je veux dire, en fait, c'est toujours pareil. Moi, j'ai envie d'avoir cet espoir-là, si vous voulez, de Trump qui fait trembler l'État profond. Aujourd'hui, qui tremble? Alors, Blueby 3, tu me dis wait and see, mais non, pas wait and see. Ça va être wait and see pendant 4 ans, comme le premier mandat. Le premier mandat, c'était pareil. On nous avait dit non, mais il y a QAnon derrière lui. Là, il va faire tomber ça, il va faire ci. Je ne veux pas être défaitiste. Je dis juste que, pour l'instant, après wait and see, t'as raison, mais pour l'instant, les promesses majeures de Trump n'ont pas été tenues. Pour la grande majorité. La liste des clients d'Epstein, on en est où? Les travaux de Kennedy contre Big Pharma, on en est où? Alors certes, le temps est court. C'est là où je te rejoins sur le wait and see. Mais le premier mandat, c'était wait and see. Et il y a eu bubule. Donc, j'ai pas envie, si vous voulez, de revivre dans cet espoir-là, d'attendre des choses qui ne viennent jamais, et puis après, on passe à la suite, c'est un leader démocrate, et puis on se met à taper sur le démocrate, et on oublie le bilan de Trump. C'est là où on est malhonnête intellectuellement, et c'est là où j'essaie de faire le travail de juste milieu. C'est ce que j'avais fait chez Idriss Aberkan, de dire, oui, il y a des promesses, mais regardez, et pour l'instant, le temps me donne raison. Quelles promesses ont été tenues? Alors, on a fait les réductions de Musk, les réductions budgétaires de Musk, ça marche. Pour la tronçonneuse, on est bien. Milei lui a offert une tronçonneuse rouge, c'est impeccable, c'est joli. Là, on a licencié des gens, on est bien. Ça marche. La liste des clients d'Epstein. Bubule. Ce qui est sorti est parfaitement caviardé. On nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir avec Candace Owen, Trump, il est derrière, on va tout savoir sur Brigitte. Bubule. Alors, bubule sous réserve de je n'ai pas lu le livre. Donc, je dois être tout à fait transparent avec vous là-dessus. J'ai pas vu le livre. J'ai pas lu le livre. Donc, peut-être que dans ce fameux livre, il y a des choses extraordinaires. Pour l'instant, moi, Candace Owens, je ne vois plus passer. On n'en parle plus. On nous a dit l'immigration. On a des chiffres qui sortent, qui restent à vérifier, mais aujourd'hui, le solde migratoire journalier aux États-Unis est à peu près au même niveau, voire supérieur de ce qu'on avait sous Biden. Donc, les effets d'annonce des premiers jours n'ont pas été suivis d'effets pour l'instant. On nous avait dit les sanctions douanières. Mexique, Canada, ça a été suspendu. Ça doit être activé aujourd'hui ou demain. Donc on va voir si c'est tenu. Pour l'instant, on est encore dans l'expectative. On nous avait dit, le Canada, vous allez voir ce que vous allez voir, il va annexer le Canada. Bubule. Les Canadiens sont toujours tout à fait tranquilles. Le canal du Panama a été renommé par quelques Américains, canal d'Amérique ou je sais pas quoi, mais bubule. Donc, à un moment donné, ça fait beaucoup. À un moment donné, ça fait beaucoup, si vous voulez, de promesses qui ont été faites
pour séduire l'électorat, pas que républicain, on l'a déjà dit beaucoup. Mais ces promesses, pour l'instant, ne sont pas tenues. Donc, si Biden ou Kamala Harris ou je ne sais qui avaient fait la même chose, on aurait hurlé à juste titre et on ferait le travail que je fais là, de dire « Ouais, mais bon, c'est super, on a envie de faire confiance, on a envie d'y croire, mais il n'y a rien. » Les effets secondaires, vous en entendez parler aux États-Unis? Pourtant, ils ont eu le même vaccin que nous, et il doit sûrement y avoir aussi des problèmes. Donc, moi, si vous voulez, ce qui m'embête, c'est ça. Ce qui m'embête, c'est ça, c'est que il faut voir ce qu'on voit, les amis. Et là, avec Trump, plus le temps va passer, et plus on va trouver des excuses. C'est-à-dire que, je vous l'annonce déjà, hein, les pro-Trump vont nous servir l'excuse d'ici 6 mois environ sur ce que Trump n'aura pas fait par rapport à ses promesses. On va nous dire, oui, mais il y a les élections de mid-term qui arrivent, donc tu comprends, il est retourné en campagne, il ne peut pas tout faire. Ah oui, donc en fait, c'est reparti. C'est reparti, on va trouver toutes les excuses du monde pour expliquer que, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, et je n'ai qu'une envie, c'est de me tromper, Trump a banané ses électeurs. Il les a bananés. Donc, voilà, moi, c'est ça qui m'enquiquine. C'est que la partisanerie est respectable, nos idées, nos convictions sont respectables, mais pour moi, elles ne doivent pas nous aveugler. Et pour l'instant, Trump est en train de nous bananer. C'est tout. Donc, c'est ça qui m'embête. Moi, je vous l'avais dit, sur la liste Epstein, pour moi, c'est l'une des promesses les plus symboliques. Parce que là, on parle d'État profond. À la fois ceux qui l'ont protégé, à la fois ceux qui l'ont côtoyé, à la fois ceux qui ont commis des crimes. Là, pour moi, le dévoilement de la liste des clients d'Epstein, le dévoilement du dossier, pour moi, c'est la promesse la plus symbolique. C'est pas celle qui va aider le plus les gens dans leur quotidien, j'en conviens, mais c'est la promesse la plus symbolique. Trump s'est fait élire sur cette promesse. Si d'ici 6 mois, la promesse n'est pas tenue, enfin je disais 6 mois, donc si d'ici 4 mois maintenant, la promesse n'est pas tenue, pour moi, ce sera terminé. Et je ne vous parle même pas du dossier israélien. Parce que si un démocrate, quel qu'il soit, avait ne serait-ce que la moitié de l'entourage pro-sioniste qu'a aujourd'hui Donald Trump, on serait nombreux à hurler en disant « Vous avez vu, c'est scandaleux, déplacement de population, c'est un gouvernement pro-israélien, ils aident le criminel Netanyahou. » Et là, il n'y a plus rien. C'est ça qui je m'insurge un peu contre ça, parce que je trouve qu'intellectuellement, c'est malhonnête, et nous devenons ce que nous critiquons en fonction de nos idées. Et je trouve ça regrettable, voire dangereux intellectuellement, parce que c'est le meilleur moyen de se faire avoir en continu, à croire des promesses, des idoles préfabriquées, et puis on passe à autre chose, et on enchaîne, et on oublie qu'on s'est fait avoir. C'est pas une question de parti, c'est pas une question de personne, c'est pas une question de conviction, c'est juste qu'on s'est fait avoir. Dans un sens comme dans l'autre, il y a souvent des points communs, c'est la capacité du système à nous tromper. Donc, ça m'embête un petit peu. Je prends vos messages là-dessus, pour pas parler tout seul. Aitken qui nous dit « T'es quand même en train d'expliquer que le mec a pas fait le boulot au bout d'un mois, c'est pas très pertinent. Je suis pas sûr qu'on ait eu un seul président qui fait autant en si peu de temps. » Je rappelle, camarades, que Trump a fait un premier mandat, hein, entre 2016 et 2020. Donc moi, je compte l'entièreté du travail. Pour moi, Trump reprend les dossiers. Donc là encore, je pense sincèrement, et je respecte ton point de vue, je pense sincèrement que c'est une excuse quand on dit « Ouais, mais ça fait 1 mois, il peut pas tout faire. » Et en fait, dans 6 mois, on va m'expliquer « Ouais, mais il y a les élections de mid-term. » Puis après, on dira « Ouais, mais il a gagné les élections de mid-term, donc les gens lui font confiance. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'attends de voir, et j'ai franchement peur que les promesses soient des promesses mensongères, mais comme on dit, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Monsieur Noubnoub qui nous dit « Rien que le Doge, c'est déjà pas mal et ça fait bien le ménage, et le retour des conversations avec la Russie, c'est un gros pas, même si c'est pas la paix dès le premier jour. » Oui, non mais je vais mettre de la nuance, parce que sinon on va encore me dire que comme je pointe des éléments négatifs, je suis anti-Trump, pro-Biden et tout. Là, je dénonçais les choses qui n'ont pas été faites. Il y a des choses importantes aussi sur la liberté d'expression, sur les discussions avec la Russie. Ça crée d'une certaine manière un apaisement, bien que les combats continuent. Et en Israël, d'ailleurs, aussi, ils continuent. Le Doge, moi, personnellement, sur la question du Doge, on va être très transparent là-dessus. Sur la question d'Elon Musk qui sabre dans les dépenses publiques, personnellement, je pense que c'est une mauvaise chose. C'est pour ça, on va être très clair là-dessus. Ça fait rêver parce que c'est super, la tronçonneuse, c'est génial.
Milley, Musk, il a des lunettes, c'est super. Pour moi, je pense que Musk, mis en position de pouvoir aux côtés de Trump, pour moi, c'est une catastrophe civilisationnelle. Vraiment, je pèse mes mots, les amis, parce que le symbole, je ne parle pas de Musk en tant que personne, je ne parle pas de Trump en tant que personne, le symbole qui est envoyé par cela, pour moi, c'est, si vous voulez, l'alliance définitive du capitalisme et du pouvoir. Quand les deux s'entremêlent et deviennent la même chose. On fait de la politique avec des méthodes de ce que le capitalisme a de pire. On est vraiment dans le néolibéralisme le plus puant. Quand les deux se fécondent et se fréquentent, le pouvoir fait ce que le néolibéralisme fait de pire, et le néolibéralisme utilise ce que le pouvoir peut faire de pire. Donc vous avez un Elon Musk qui déboule avec ses méthodes, et on est en train d'applaudir en disant « Ouais, on va licencier des gens. C'est super. On va mettre des familles au chômage. » Je rappelle que quand on met des familles au chômage et qu'on ferme, que Bolloré ferme C8, là on dit que c'est pas bien. Alors, hier, on m'a expliqué, oui, mais c'est le public, c'est le privé, c'est pas pareil. Moi, je raisonne en individu. Si on veut pleurer, si on veut faire pleurer dans les chaumières et qu'on considère les gens, les 400 personnes licenciées chez C8, moi, je pense qu'il faut pleurer aussi sur le destin des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux américains qui ont été licenciés. C'est pas une question de public-privé. Si on pleure de manière sociale, on pleure public-privé. On s'en fout. C'est mon point de vue. Donc, pour moi, si vous voulez, l'arrivée d'Elon Musk, je trouve que c'est une catastrophe idéologique où on voit que le grand capital dirige, le grand capital domine. Et que Musk au pouvoir, d'une certaine manière, c'est comme chez les Pokémon. Vous avez des évolutions. C'est à Pikachu, Raichu, je sais pas quoi. Musk, pour moi, c'est l'évolution de Macron. C'est-à-dire Macron, banquier d'affaires chez Rothschild, qui devient président. Musk, parmi les plus grandes fortunes du monde, qui se met à faire de la politique dans l'une des plus grandes puissances du monde et qui utilise des méthodes néolibérales à la moelle, si vous voulez. Et on dit, oui, mais c'est super, c'est l'efficacité, au moins ça va faire des économies, ça va tailler dans le gras. Mais le problème n'est pas, à mon avis, de tailler dans le gras pour tailler dans le gras et resserrer le plus possible les effectifs. C'est pourquoi ces gens ont été recrutés de manière aussi maladroite, mal faite, et que ça a coûté autant de pognon. Mais d'arriver avec une tronçonneuse en coupant comme ça, ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est là la fin de ma réflexion, parce que je ne me l'explique pas, ce que je vous dis là. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quand des gens applaudissent à leur potentiel propre malheur. C'est-à-dire, on dit, ouais, mais c'est super, il faut de l'efficacité, il faut réduire les dépenses. Demain, parmi vous qui me regardez, il y en a certains qui sont salariés de grandes entreprises du CAC 40 ou liés à des intérêts capitalistiques. Demain, on utilise les mêmes méthodes. N'allez-vous pas être malheureux? Et si quelqu'un vient vous voir en disant « Mais non, mais c'est comme Musk, c'est super. En fait, tu coûtais de l'argent et t'es pas efficace. Donc t'es une merde, tu dégages. » C'est ça que je ne comprends pas. C'est qu'on applaudit des méthodes qui nous feraient pleurer demain et qui nous font pleurer aujourd'hui. Et c'est là où, pour moi, quand ces méthodes-là, qui sont des méthodes néolibérales, capitalistes, que l'on utilise dans les plus grands groupes, où il y a les plus grosses masses salariales, quand ces méthodes arrivent dans la politique et qu'on les applaudit en disant « c'est ça que veut le peuple », mais le peuple pleure quand on fait la même chose dans des grandes entreprises. Donc, en fait, je vous donne le fond de mon raisonnement, qui n'est même pas un raisonnement de cerveau, qui est plus un raisonnement de cœur, en fait. Je ne comprends pas ça. Et je trouve que le système est particulièrement habile à faire aimer aux gens ce qui, au fond, est une profonde menace pour eux. C'est vraiment la recherche de l'efficacité, de la réduction drastique des coûts qui explique tous les licenciements que l'on peut entendre chez nous. Et quand je vois, je suis désolé de lui en remettre une petite, mais quand je vois Sarah Knafo qui fait applaudir ce genre de méthode en France, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est là que je vous parle du faux nez du néolibéralisme, de ces dirigeants, de ces aspirants dirigeants politiques comme Knafo et compagnie, qui fantasment les méthodes de Musk et de Milley notamment, mais qui sont le visage le plus puant qu'une société peut attendre, qui est vraiment la recherche de l'efficacité, l'introduction de méthodes néolibérales dans la gestion politique. Je ne me l'explique pas. Je n'arrive pas à comprendre comment on explique aux gens qu'au fond, c'est super et qu'on leur fait applaudir ces méthodes-là qui les menaceront demain.
Voilà, désolé, j'étais un petit peu long, un peu maladroit, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un raisonnement du cœur et je ne me l'explique pas. J'ai pas franchement de réponse là-dessus. Je prends vos messages et alors, vous allez m'aider à réfléchir. C'est le but de l'émission. Floxide68 qui dit « Je suis à moitié d'accord, mais donc si on avait moins d'administratifs dans l'hôpital, pour être plus efficace avec le service médical actif, ce serait mauvais aussi. » Mais oui et non, parce que, regardez, sur les questions, et c'est là où je retourne le problème et pour essayer de l'éclairer autrement, quand on nous explique que en France, et vous allez vite voir où je vais en venir, quand on demande à des gens des conseils pour améliorer, par exemple, le service public, et qu'on nous dit on va tailler dans le gras, on va supprimer les effectifs, on va nuire à la qualité du service, on va fermer des lits, on va fermer des services, on va faire que les services d'urgence sont impraticables, que l'on soigne les gens sur le parking. C'est marrant parce que quand ces conseils proviennent de cabinets de conseil comme McKinsey, les gens hurlent. Mais quelle est la différence entre les méthodes proposées par Elon Musk et les méthodes proposées par McKinsey? Cette recherche d'efficacité, cette recherche de dégraisser le plus possible, d'économiser le plus possible d'argent, de créer le plus possible d'économies. Quand Musk le propose, c'est génial. Quand McKinsey le propose et qu'on le fait avec les conséquences que l'on connaît, là, c'est pas bien. Ça, je ne me l'explique pas. Ça, je ne comprends pas. Comment les mêmes méthodes peuvent être applaudies et encouragées, et quand ça arrive chez nous avec des cabinets de conseil, on se met à chialer. Ça, je ne me l'explique pas. Donc, je vois, il y a plus de saison qui dit belle vision de gauche. Si vous voulez, je m'en branle complètement. C'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question de logique politique. Et ça, je m'en fous, en fait, en réalité. Si on pensait que je suis un gauchiste, un droitiste, je n'ai absolument rien à foutre. Mais je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas ce genre de situation. Tilusae qui nous dit « À l'hôpital, quand l'administratif résout les problèmes de mutuelle et autres soucis externes, t'es bien content d'avoir des administratifs qui aident les patients. » Marcel The Rock, le problème est qu'on détruit des statuts, des métiers et des gens compétents dans la fonction publique. Flatipus, évidemment qu'on doit augmenter les dépenses dans les hôpitaux et que personne ne pense aux policiers, par exemple. L'Optonix, il y a beaucoup qui condamnent les deux quand même. Oui. Ah ben, moi, je fais partie de ceux qui condamnent les deux. Mais c'est que mon avis. C'est le principe de l'émission. Voilà, on papote. SOS identifiant. L'hôpital coule sous les administratifs, mais manque de soignants. The Way for Odélion. Comme nos dirigeants qui font la guerre et créent des famines et croire qu'ils nous épargneront si besoin. Beboom 33, tu ne peux pas te l'expliquer vu ton postulat de départ. Vu que ton postulat de départ est faux, c'est tout. Alors, quel postulat de départ, camarade? Beboom 33, tu peux m'expliquer quel est mon postulat de départ, qui est faux du coup pour comprendre. Léviathan, perso, 100% OK pour dégager et licencier les gens pas efficaces, point. Anarchy 08, après Rémi, est-ce que l'on peut vraiment comparer la façon de gérer le pays entre la France et les USA? Sur la logique, les amis, je pense qu'il y a un lien. Je pense. Dolph G, non, mais si j'ai bien compris, Musk essaie surtout de dénicher là où l'argent est distribué à flot sans aucune raison légitime. El Carcinero, peut-être parce que Musk donne son avis sans qu'on lui demande, alors que McKinsey, on les paye sacrément cher pour sortir des conneries. Sauf que le résultat est le même, à mon avis. Les méthodes sont les mêmes. Chicolio, pas du tout d'accord, t'as qu'à voir le montant des impôts et les services en retour. Célix Alba, Tatiana Ventose explique qu'on a autant de fonctionnaires parce qu'on a désindustrialisé. Heidken, Rémi, tu reproches aux USA de mettre des entrepreneurs à la place des fonctionnaires corrompus à souhait, alors que tu voudrais que les gens qui ont un pied dans le réel, comme les entrepreneurs, dirigent en France à la place de l'oligarchie. Je ne capte pas la logique. Alors que les entrepreneurs dirigent en France, j'étais pas au courant que je pensais ça déjà. Les producteurs peut-être plus pour rejoindre Tatiana Ventose, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure. Tu reproches aux USA de mettre des entrepreneurs à la place des fonctionnaires. Je pense que c'est à la fois pas du tout ce que j'ai dit, à la fois pas du tout ce qui se passe. Il n'y a plus de saison. Le licenciement n'est pas un problème en soi. Le problème est de ne pas retrouver du travail. Gaëtan Seguin 38, mais tu disais chez Aberkan que tu trouvais une part de marxisme chez Trump. Pourquoi tu changes d'opinion désormais? Alors oui, pourquoi je parlais de cette histoire de marxisme chez Trump, c'était par rapport à quoi? C'est juste, effectivement, on a évoqué ça avec Idriss Aberkan. Mais je crois pas que ce soit par rapport à ce que fait Musk, justement. T'as raison, camarade, on avait parlé de ça. Je sais plus, je veux pas dire de conneries. Faudrait que je regarde la vidéo. J'avais tenté un pont sur un comportement marxiste de Trump, mais je sais plus lequel. Merde, ça me revient pas. Si quelqu'un s'en souvient, je suis preneur. On a quoi d'autre? Malinx Lynx 974 qui dit Rémi, c'est un gauchiste de droite. Ouais, non, mais
Complètement. Et je m'en cache pas, les amis. Hein. Alors, Bernie 5 qui dit on en est toujours là, discours de gauche ou discours de droite, suivant les cas traités par Rémi, comment prétendre être anti-système et tomber dans le piège tendu par lui, à savoir ses critiques visant à diviser droite-gauche. Voilà, tu m'enlèves les mots, c'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, si vous voulez, les amis, et je le redis, il faudrait que j'ai des messages d'avertissement qui s'affichent pour vous donner en fait les arguments qui reviennent un petit peu tout le temps et que je mets en avant souvent. Je ne raisonne pas de manière droite et gauche, les copains. Je ne raisonne pas de cette manière-là. C'est pas du tout la question pour moi. C'est pas du tout la question droite et gauche. Je m'en fous complètement. C'est une analyse que j'essaie de vous proposer avec des éléments qui peuvent se référer au marxisme, qui peuvent se référer au souverainisme, qui peuvent se référer même au populisme, si vous voulez. J'ai des références politiques qui vont un peu de tous les côtés, donc... et il n'y a plus de saison qui dit bah si, mais tu l'ignores. Camarades, on va être très clair. Et c'est ce que j'aime vraiment dans l'esprit de l'émission, c'est qu'on se croisera dans la vie, on va se croiser dans la vie. Je te dirai la même chose en vrai. Ne parle pas pour moi. Ne parle pas pour moi, je t'assure. Vraiment, les leçons comme ça de tu penses ça, mais tu n'es pas au courant, je veux dire, c'est du BFM TV, quoi. De penser que les gens sont suffisamment abrutis pour ne pas savoir ce qu'ils pensent. Vraiment, camarade, dans la vraie vie, j'ose espérer que tu me dises pas ça. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, je respecte tes idées, je respecte tes pensées. M'expliquer que j'ignore ce que je pense véritablement, c'est crétin. C'est crétin. Je suis désolé de te le dire, c'est crétin. Je propose une émission avec mes points de vue et j'aime bien avoir les vôtres. C'est une émission de débat. Mais à partir du moment où ce que je dis n'est pas raccord avec ce que tu penses... m'expliquer que en fait le truc c'est que je ne suis pas conscient de penser ce que je pense ou de ne pas penser ce que je pense, c'est le niveau zéro en fait. C'est le niveau zéro de la pensée. Et je vais pas te mentir, ça m'emmerde. Et je sais qu'on s'est déjà pris le blague plein de fois. Et c'est ce que j'aime chez toi. Bon, il n'y a plus de saison, t'es un fidèle de chez les fidèles. Mais n'oublie pas que t'as le droit de filocher si tu penses ça. Si tu penses que je suis une pompe à vélo, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Léviathan qui dit camarade pourrait être pour la déconne s'il était lâché rarement. Les gars, arrêtez de faire semblant. J'adore. En plus, on pense que je suis communiste. Tout est gagné, tu vois. Beboom 3, faire des économies de la part de l'État ne veut pas dire qu'il faille le faire n'importe comment. Trop de fonctionnaires égale plus d'impôts, égale moins de monnaie disponible pour le marché économique. Je suis pour les services publics, mais pas s'ils sont mal organisés par les politiques. Absolument, absolument. Donc voilà, non, mais c'est intéressant, c'est un débat riche, un débat complexe, un débat que je trouve vraiment passionnant et que j'aime beaucoup avoir avec vous, les amis, qui est chouette pour avoir les avis de tout le monde, en fait, voilà, les idées de tout le monde, c'est ce qu'on aime. Hervéro, Rémi, nous ne sommes pas un État fédéral, donc on ne peut pas appliquer les mêmes méthodes. Après, l'UE tend à fédéraliser le business. Voilà, c'est ce que j'allais te répondre. On est d'accord. Wossian, je pense que Trump est dans l'idée de faire une guerre civile de nouvelle génération et qu'il est prêt pour ça, à faire des victimes, pour bouger la fenêtre d'Overton et tromper le déclin américain par rebattage des cartes. Ah, tu vas loin, camarade. Là, c'est ton avis, je ne suis pas d'accord, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu, les amis, sur tout ça, ce qu'on pouvait se dire, les copains. Alors, je vais filocher, évidemment, les copains. 18h28, on a fait un beau Juste Bistrot aujourd'hui, presque 2 heures, et ça fait plaisir, c'est ce qu'on aime. Alors, je vais raccrocher les crampons pour ce soir, et on va se retrouver demain. Et demain, c'est la double dose. Demain, c'est le Juste Bistrot. On va parler Bétarab, on va parler de l'affaire Cottineau. On a une grosse émission, évidemment, demain. Et c'est la farce tranquille. La farce tranquille qui sera là. Et je vous le dis d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous dimanche pour une belle émission à 19h. La première fois que je reçois cette personnalité sur Juste Milieu. On a enregistré tout à l'heure. Je pense que ça va vous plaire, les copains. Voilà, je vais filer pour ce soir. Merci d'avoir été là. Une belle émission comme je les aime, avec du débat, de la discussion, des raisonnements, de la blague. C'est ce que j'aime et voilà pourquoi je vous aime, les copains. C'est aussi ça, on apprend à papoter, on apprend à discuter. Voilà, et c'est chouette. Merci les amis, merci d'être là. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain.